Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Et bonjour à tous, bande de petits castagneurs, bande de petits bagarreurs. Je suis, comme toujours, avec mon pote Adri de Castagne FM. Mon pote Adri Castagne FM, comment ça va mon pote Adri? Salut mon pote. Mon pote. Salut mon pote Jérémy de Castagne FM. J'espère que tous les petits castagneurs vont bien aujourd'hui. C'est sûr, c'est l'été, les vacances pour beaucoup arrivent. C'est le moment où c'est un moment sympa l'été, c'est un moment où tu vas d'académie en académie, tu rencontres des gens que tu vois sur Facebook, tu sais, il y a un truc comme ça, et des fois même ça va même plus loin, tu vois, de vrais échanges, des gens qui vont chez les gens les uns les autres et tout, et je trouve ça chouette. L'été pour ça c'est bien, le jiu-jitsu brésilien et l'été. Et c'est les vacances, puisqu'on va prendre des vacances, c'est notre dernier épisode de la saison mon cher Jérémy. C'est vrai, tu vas vraiment prendre des vacances toi? Ouais. On va prendre des vacances, là il est temps. Là. L'année a été bien assez longue. L'année a été assez longue, mais tu sais, moi j'ai toujours en tête de réussir à faire ce podcast absolument dans le sud-est avec Fred Roca, Stéphane Spataro et Hugo Février. Je rêve de ce podcast-là. Il faut qu'on y arrive cette année, Adrien. Peut-être que je descends juste pour ça, je pense que ça en vaut la peine. On va y arriver. Les petits castagneurs, avant de commencer de vous présenter notre invité du jour, que vous connaissez tous obligatoirement, on voulait vous parler d'un podcast qui n'est pas nouveau, mais qui commence à prendre pas mal d'ampleur, tout ça. Et c'est bien chouette, c'est bien fait, bien réalisé. Allez écouter, ça s'appelle Fight Time. C'est en l'occurrence Samuel Monin et un ami à lui, dont j'ai oublié le prénom, il m'en voudra pas. Je peux regarder. C'est voilà, beaucoup de résultats, en MMA, tout ça. Ils suivent assez l'actualité MMA. Jiu-jitsu brésilien aussi. Et puis voilà, c'est fait par des passionnés et puis quand même par un vrai professionnel qu'est Samuel Monin. Fight Time, ça s'appelle, et c'est toutes les 2 semaines, 3 semaines, je crois. Ah, j'ai pas vu si c'est très récurrent, mais voilà, c'est sur YouTube, vous trouverez facilement. Oui, et puis il y en a déjà quelques-uns qui sont en ligne. Voilà, on passe à notre invité. Mon pote Adri, tu vas nous présenter un invité exceptionnel. De marque. On a avec nous Raphaël Lévy, qui est le boss de JITS Magazine France. Salut Raphaël. Salut les gars. Comment tu vas? Ça va super, et vous? Bah écoute, on a la forme. Raphaël, ça fait peut-être 1 an qu'on se chasse. Plus. Voilà, Raphaël est quelqu'un de très occupé, il va vous expliquer pourquoi. Et Raphaël il est arrivé ce matin de Toulouse. Et il est dans les bureaux, dans les studios Castagne FM. Ça va. J'adore comment à chaque fois tu peux dire les studios de Castagne FM. Parce que tant que c'est pas filmé, ça fonctionne on a le droit encore. De dire encore les studios, je suis assez d'accord avec toi. Si on fait une saison 3 filmée, je crois que les gens se rendront compte, la magie tombera. Voilà, déjà ils ont vu nos têtes au dernier épisode, je pense que déjà on en fait rêver un peu moins. Tiens, c'est vrai. Non, les gens avaient l'air ravis. J'imaginais un truc un peu modeste et en fait les lustres c'est... on a des lustres et des tentures. Ça fait sortir un peu des tentures et un tapis rouge pour rentrer. Ça fait sortir bien les meubles. Mais c'est grâce à l'argent qu'on génère, grâce à Castagne FM. On a énormément d'argent. Et dans plein de thunes. La fraîche. Voilà. Les hôtesses à l'entrée, ça va, t'ont bien accueilli? Ça va, le whisky il est un peu jeune quoi. Ah bah oui, on s'est arrêté à 16 ans, le reste était beaucoup plus cher. On a de l'eau au concombre en revanche si tu veux, de l'eau au concombre et à la menthe. On t'amène ça tout de suite. De l'eau. Les chaises Louis XVI là, ça fait mauvais genre. Qui grince un peu. Ouais. Comment ça va, Raphaël Lévy, sur Paris? Tu es souvent sur Paris? Je suis rarement sur Paris ces derniers temps, mais bon, de temps en temps, 1 fois par an, je fais mon petit déplacement pour voir des gens ou. Oh là là, on est honoré quoi. Bah ouais, ou aller au Chemin de France, FJB. Alors on en a parlé quand même, alors est-ce qu'on peut parler, on va en discuter après, mais est-ce qu'on peut parler du principe de Big Boss de JITS? Parce que boss, on dit ça généralement quand il y a des gens en dessous. Rédacteur en chef. Là en l'occurrence. Bon, est-ce que donc tu es en tout cas le principe actif de JITS Magazine? Ça t'a jamais amené sur Paris? T'as jamais eu à rencontrer des clubs? Le principe même de JITS t'as jamais amené? Ah si, sans arrêt. Sans arrêt. Bah voilà, donc pas non, souvent. Mais ces derniers temps. Voilà, d'accord. Est-ce que tu es souvent d'accord. sur Paris? Ces derniers temps, non. Car j'ai plein de choses à faire en ce moment, et notamment le petit garçon qui est né l'an dernier. Oh, félicitations. Ah merci.
Et déjà, ça permet moins de voyager. Donc, je suis moins sur Paris. Mais avant ça, ouais, j'allais sans arrêt tourner sur Paris, que ce soit en jiu-jitsu ou autre. Donc tu regrettes d'avoir un enfant, c'est ça? Franchement, Ouais, franchement, ouais. alors entre les couches et les kimonos dégueulasses, non, je parle de les couches, c'est sympa quand même. Il y avait un truc, tu sais, alors moi j'ai deux petites filles, et enfin j'en ai trois en fait, mais donc j'en ai deux qui sont plus âgées. Mais une que t'aimes pas. Ouais, une qui n'est pas de moi, D'accord. on va dire si je trouve celui qui a fait ça. Non, j'en ai deux, et qui ont 9 ans et 6 ans, et la dernière a 8 mois. Et j'avais oublié un petit peu, celle qui a 6 ans, j'avais oublié un peu le principe des nuits, tout ça, tu sais, il y a un truc où... et je relisais il y a pas longtemps dans un JITS, où il y a souvent des petites BD à la fin, et il y en a une où on te voit justement après la naissance de ton fils, et où effectivement tu dors absolument pas, tu dors sur les tapis et tout ça. Et à l'époque, avant que ma fille naisse, la dernière naisse, je me suis dit, bon, quand même, ça va, il en rajoute un peu, tu vois, genre, on dort pas quand même au point de dormir sur les tapis, tout ça. Et non. Eh bien, c'est faux. Je me suis surpris à m'endormir sur cette même chaise de bureau après une semaine d'enfer à propos des dents. Hein. Face à moi. Et face à toi, et où Adrien m'a dit, Jérémy, veux un tu t'endors là. Tu veux un café, genre, juste. Non, bon, voilà, tu veux un café, mais ou dors vraiment, mon pote, y a pas de problème, tu vois. Et donc je me suis dit, en fait, il avait raison. Et c'est marrant, j'ai repensé à cette espèce de les petite BD, BD. les BD de la fin de JITS, c'est souvent le truc préféré de nos lecteurs. Parce qu'il y a peu à lire. Ouais, moi, Ouais, il y a des images. Il y a des images, c'est pas très difficile à lire, c'est marrant. Et on prend toujours là, un côté très spécifique, tu vois, du pratiquant du jiu-jitsu brésilien. Évidemment, on l'amplifie, mais il y a toujours une grosse part de vérité dans ce qu'on raconte. Non, là, c'est rigolo parce que voilà, je me suis dit, en fait, c'est vrai, il avait raison. Les enfants, ça empêche de dormir. Les enfants, ça Les empêche jeunes de dormir. enfants. Les jeunes enfants. Est-ce que, Raphaël, tu veux nous parler? Commençons plutôt par JITS, parce que surtout, on va parler ouais, tas bien de sûr. trucs. JITS Magazine, raconte-nous tout ça. Alors, ça a commencé, mais je commençais le jiu-jitsu il y a une dizaine d'années. Là maintenant je suis à ceinture marron chez Eric Sadje à Rania. Ah, t'es passé ceinture marron là? Bon, il y a un an et quelques. Quoi. Mais non. Mais si. Sérieux? Ah ouais, on se connaît bien en fait. Non, mais alors tu sais, il y a un truc, hein, c'est que regarder dans les réseaux en général et tout ça machin, mais en pointu, il y a plein de passages de grade que j'ai ratés. Ah, Tu m'en veux pas? Tu rates le mien, c'est pas grave. C'est plus Excuse-moi. important, mais c'est pas grave. Non, Ceinture non, marron. t'as fait tes recherches avant. Ouais. avant Ah non, l'interview. alors il y a un truc, sachez, et on le revendique, sachez que chez Castagne FM, on ne travaille rien. Alors attention, je tiens à le dire, préparez-vous. vrai. Petit castagneur, castagneuse, derrière vos micros là. J'annonce, pour la première fois de l'histoire de Castagne FM, on a préparé quelque chose pour la toute fin. Aujourd'hui? Oui. Ah bon? Ouais. Bah écoute, alors tu as préparé quelque chose pour la... Je voulais la jouer équipe là. Oui, on a des choses préparées. Ça va durer 30 secondes, mais c'est préparé. Voilà. Effectivement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de souci, Ceinture pas de marron. Et c'était en 2009, je crois. On s'était fait un voyage au Brésil avec deux potes à moi. Donc Francky et Ivo que vous voyez certainement sur les tapis parce qu'il est ceinture noire et très costaud. À l'époque, Francky était ceinture violette, Ivo était ceinture bleue et j'étais encore ceinture blanche. Et on s'était fait un petit mois au Brésil, juste voilà pour s'entraîner. On est allé à Nova União, donc l'école parente Alors le Nova União de Natal Non, de ou à Rio? de Rio. Je crois que la naissance c'est à Natal, hein. C'est pour ça que je pensais que c'était à la maison mère. La parente. Là où il y a de José Rania, quoi. Aldo. C'est ça, la tout belle d'ailleurs, c'est le premier gars. On arrive à l'académie, il était en bas en train de chill sur le trottoir. Ah putain, mais on le connaît lui. Ouais, c'est José Aldo. Ouais, c'est José Aldo. Première fois qu'on va à l'académie. Et donc on s'est entraîné pendant un mois là-bas, tous les jours. Comme des bleus, quoi. C'est-à-dire à s'entraîner 2 fois par jour, à se blesser après la première semaine et rester. Ouais, bon, bref. L'histoire standard de la ceinture blanche qui arrive au Brésil. Bon, bref, c'était super expérience. Et qui faisait la même chose, il y avait des Canadiens, donc Matt Soroka et Dave Menceles, qui étaient là-bas donc pour s'entraîner, mais aussi pour tenter d'apporter leur magazine au Brésil. Leur magazine, c'est JITS Magazine. Ils avaient commencé un an avant, et ils avaient comme projet d'être un peu international, et d'avoir JITS Magazine Brésil. Bon, ça a jamais marché pour des raisons
pour des raisons X. Parce que c'est très compliqué travailler avec les gens sur place. Et bon, eux, ils étaient au Canada, donc très compliqué. Et à l'époque, je faisais de la traduction en freelance. Je faisais de la traduction anglais-français en freelance. Et j'ai fait, écoutez, si vous voulez, moi je vous le prends votre magazine, je le fais en français. Et on fait, écoute, pourquoi pas, mais t'as de quoi faire, t'as du temps, t'as les compétences. On fait, écoutez les gars, moi je sais faire plein de choses. Si vous me passez un truc en anglais, je vous le traduis. Et voilà. Et après, on voit comment ça se passe. Si je trouve pas de graphiste, je me débrouillerai ou je vous demanderai. Enfin, on verra. Laissez-moi un peu de temps que je m'occupe de tout ça et je reviendrai vers vous. Ils me font, ok, pas de problème, vas-y, essaye et on verra. Et l'idée a commencé à mûrir et je commençais à traduire les articles et je me suis dit, non mais ça va pas du tout ça. Les gens ici, les Français, ils vont lire ça, mais... C'est américain. Mais enfin, ou brésilien en fait, c'est que... Ouais, ou brésilien. Le contenu, c'était du contenu sur les superstars, quoi. C'était Galvao, c'était... Ça parlait pas aux Français. Ça parlait pas trop, quoi. C'était juste, ça parlait pas plus que n'importe quel article sur Internet. Et je me suis dit, il faut l'adapter. Il faut adapter, la traduction, ça va pas suffire. Je vais faire un contenu français, je vais me renseigner à ce qui se passe en France. Et t'étais toujours ceinture blanche. Moi, à l'époque, je suis ceinture blanche, c'était 2009-2010. Non, 2010, je crois. Et je suis ceinture blanche, peut-être 2011. 2011, pardon. Et je suis encore ceinture blanche et je connais personne. Et Facebook, en 2010-2011, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe Jiu-Jitsu France, il n'y a rien de tout ça. Et il n'y a aucun lien entre les académies ou quoi que ce soit. Les gens connaissent même pas en fait les ceintures noires. Si tu me dis je vais à Paris, qui tu connais, on connaît le Cercle Tissier peut-être, on connaît Bitan. Dans le sud, on connaît peut-être Nicolas Gaillard. Et encore à l'époque, je crois qu'il n'était pas encore ceinture noire. Donc même pas, les Gaillards ils n'étaient même pas là. Il y avait peut-être... non, je crois que c'était tout. Donc personne connaissait en fait. Et c'était pas, je vous parle pas des années 95 où vraiment personne connaissait le Jiu-Jitsu. Là, le Jiu-Jitsu était implanté, mais personne se connaissait. Et il y avait des académies, en local, il y avait plein de pratiquants, mais en dehors de l'académie, même les compétitions, c'est très local, ou c'était les Lisbonne. Et quand on parle d'une grosse compétition, c'était une légende. Tu vois. Ah ouais, il y a 3 gars au club, ils ont fait la compète et tout, là. Trop truc de ouf. Mais il y avait toujours les petites compètes et les championnats de France, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche. Ah, il y a quelqu'un, il y a de Bordeaux. Ah j'appelle au téléphone. Ah ouais. Sur des téléphones fixes à l'époque. Ouais, à cadran. À cadran, ouais. T'avais un mec en noir et blanc à côté de toi, tu sais, en livret, comme ça, vraiment à l'ancienne. Ouais, quoi. Ouais, à l'ancienne. Où t'appelais, tu demandais le numéro qu'on te transfère. Ah ouais, non, mais j'avais les pages jaunes et tout, tu vois. T'avais une speaker, comment on appelle ça? Félix Potin, ouais, c'est ça, t'avais la meuf qui te passait les lettres. Et donc j'appelais les académies à droite à gauche, à voir s'ils étaient intéressés pour avoir le magazine. Parce que la logistique, elle n'existait pas, tu vois, la logistique, elle partait de zéro. Donc j'aurais fait, écoutez, je vais faire un magazine, le magazine Vagits Magazine, est-ce que ça vous intéresse de le distribuer? Voilà, on vous le donne, c'est gratuit. Et je mettais ça sur les forums aussi, et tout le monde disait, ah super idée, je comptais le faire, et ils m'ont pris de cours. Non, ça on connaît. Hein. Ça jamais, hein. Ouais. Personne n'a jamais fait le pas. Il y a eu un Gracie Mag France, il y a eu un numéro. C'était bien avant, c'était en 2007 je crois. Il y avait Jacare en couverture et c'était tout, il y en avait eu un. C'était tout ce qu'il y avait en magazine Jiu-Jitsu. Et petit à petit, j'ai fait mes contacts et on avait genre une quinzaine d'académies qui étaient prêts à distribuer le magazine. Et malgré toutes ces difficultés, tout ça, à aucun moment tu t'es dit bon là ça pue la merde un peu, je vais pas le faire, hein, je vais pas le faire. Attends, ça c'est. Parce que c'est courageux quand même. Hein. Ouais, mais si tu veux, j'avais le temps, je cherchais un truc à faire en fait. Donc ça c'est bien. T'as la belle vie toi, hein, finalement. J'ai la belle vie. Ouais. J'avais le temps de le faire et donc je m'en suis occupé. Jusqu'au moment où on était bien avancé sur le premier numéro et le pote à moi qui travaillait comme graphiste, c'était pas du tout son boulot, il m'a fait écoute Raph, ça me prend trop de temps, j'arrête. Je fais waouh, ok, là c'est la merde, hein. Mais bon, je me suis un peu engagé, il faut que je trouve une solution. Et c'était un moment un peu compliqué donc avec Monica qui est ma femme, qui était en Afrique du Sud. Et son travail, elle est graphiste, ce qui tombe plutôt bien, mais bon, je voulais pas lui
Je voulais pas l'embêter. Mais c'était pas ta femme à C'était l'époque. pas ma femme, on avait été ensemble, mais comme c'était compliqué, on était loin, tu vois, l'Afrique de Johannesburg-Toulouse, c'est Ouais. loin, tu vois. C'est quelques heures, ouais. Et donc, et elle m'a dit, parce qu'on continuait à discuter, on n'était plus trop ensemble à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas trouvé de solution. Fait écoute, moi je t'aide si tu veux. Je t'aide. Et il se trouve que Monica, c'est genre la meilleure graphiste du monde, tu vois. Elle a su trouver un lien pour te garder, Et pour du coup- regarder un truc. C'est bien fait Et du quand coup, même. on a C'est travaillé. sûr que c'est ça. Bah oui, c'est Du coup, cool. on a travaillé sur ce projet. Non, mais c'est vrai ensemble. ou pas? C'était un complot. C'est le mec qui ne Non, laisse mais pas il y avait- parler. C'est pour de vrai, Non, mais ta c'est pour de femme, vrai. sinon. Ouais. C'est Je t'en pour prie, de vrai, continue, hein. continue. C'est pour de vrai. Et donc on a retravaillé ensemble et du coup ça nous a remis ensemble. Bah voilà, ça vous a rapproché. C'est pas si débile. Ça, ce que je dis. c'était il y a depuis on est mariés depuis 2014. hein. Grâce à Jitz. C'est pas grâce à Jitz, mais ça a fait partie du truc, tu vois. Donc c'est un peu notre premier enfant. Oh là là. Ouais. Trop mignon. Le deuxième, il est différent le deuxième. Il est Très différent. très différent. Ouais. Et donc notre team de départ, c'est ma femme, donc Monica, Maxime Sadje, qui est le frère d'Eric Sadje, donc mon prof, et qui a une plume très agréable à lire. Et si vous avez déjà lu le magazine, vous le reconnaîtrez parmi d'autres. Et donc on a commencé à concevoir le premier numéro, à demander à droite à gauche. On a vu des sujets intéressants. Dans le premier numéro, on parlait de CrossFit. CrossFit en 2012, personne connaît. Personne connaît le CrossFit en 2012. Il se trouve que 6 mois après, 1 an après, il y en avait partout. Mais si tu vois, dans le premier numéro de Gist, on parle de CrossFit. Before it was cool. Ah. Donc on était un peu Vous étiez en à l'avant-garde du... dans le turfu, comme on dit par Exact, ici. exact. Et donc petit à petit, avec la page Facebook qui commençait à grandir, je me souviens même dans le deuxième numéro de Facebook, on annonçait qu'on avait 700 likes, tu vois. Et 700 likes sur une page, c'était énorme. C'était énorme. Et je me souviens, même on parle, voilà, Gitz fait merci aux 700 likes de la page, tu vois. Alors maintenant, tu regardes, je fais 700 likes, je fais un croquis de, je sais pas, de n'importe quoi, je le mets en ligne, j'ai 700 likes, tu vois. C'était... Ouais, tu forces un peu là quand même. Hein. Allez, quand bon. même. D'accord, si t'es... Avec une photo de Jérémy, on fait combien de likes? Voilà, C'était- là on bon. est d'accord. Avec une photo. Bref, ça fait peut-être rire maintenant, mais ça faisait pas rire à l'époque, tu vois. Non, mais bien sûr. Et donc on commençait à faire connaître le Jiu-Jitsu en France, en fait. Parce que Laurence Cousin, nous on la connaissait parce qu'elle était de chez nous. Les Parisiens, ils la connaissent parce qu'elle était du Certicier. Mais après, les autres, ils la connaissaient pas forcément. Et c'était la première fois qu'elle apparaissait sur une couverture de magazine. Elle apparaissait certainement dans les karaté Bushido. C'était la machin. première couverture c'était la couverture du premier Jitz. Du deuxième. Le premier, c'était Yann Cabral. Parce qu'au premier, on n'allait pas aller chercher trop loin. Il fallait une figure du Jiu-Jitsu et on l'avait sous la main. Enfin, presque sous la main. Mais on savait qu'on pouvait avoir du contenu. Donc au lieu de prendre la couverture numéro 4 ou 5 du Jiu-Jitsu américain, enfin canadien, et tout traduire, on a dit bah non, on va faire la nôtre. Yann, il a une influence quand même certaine en France, notamment chez nous. Donc on l'a mis en couverture. Tu peux expliquer pourquoi? Yann? Oui. Yann, il a apporté un peu le jiu-jitsu déjà dans notre région. Et c'était une figure de jiu-jitsu. Il a été. Puis même en MMA, il s'est quand même fait un nom C'était aussi. plus tard, c'était plus ouais, tard, plus hein. tard, mais enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a été très très actif dans la. la communauté les sport. gens le connaissaient, donc c'était si on sortait Yann Cabral, même les gens de Paris ou les gens qui connaissent le jiu-jitsu, ils connaissent Yann Cabral. Normalement, ils connaissent Yann Cabral. Et donc Laurent, c'était la première française à faire la couverture de jiu-jitsu et pas la dernière. Après, on a fait une couverture avec Cayo-Terra, c'était le numéro 5, mais après c'était que des Français. que des Français, des Françaises. Donc Laurence, après, les gens qui s'y connaissent pas forcément, ils avaient aucun moyen de la connaître en fait. Et donc déjà mettre en couverture du magazine, la mettre sur nos réseaux, sur nos 700 likes de Facebook, c'est déjà 700 personnes qui ont connu Laurence Cousin. Et après ça a grossi, et Facebook a connu l'essor que ça a connu. Gitz était plus ou moins au centre de ça, au centre du développement médiatique des acteurs français. Et on est arrivé au jour où tout le monde connaît Gitz et les acteurs, Olivier Michaelesco par exemple, qui est une des superstars françaises du jiu-jitsu. Chez moi, dans le sud, personne ne le connaissait.
je parlais à droite à gauche. Tu connais Olivier? Bon, Olivier Michalesco, non, on le connaît pas. Ah, pareil, on le connaissait. Mais ailleurs, personne ne connaissait. Ouais, il faut se rappeler cette vie qui existait avant les réseaux sociaux, Et pour se connaître. Et c'était pas il y a si longtemps que ça au final. Tu te dis, ouais, le téléphone à cadran, ouais, ça c'était il y a 25 ans. Non, mais c'était il y a 10 ans, ouais. Ouais, mais ça c'était il y a 7 ans, tu vois. 7 ans, ça va hyper vite, hein. Parce que maintenant, tu t'imagines même pas une vie sans Facebook, une vie sans machin. Mais il y a 5 ans, il n'y avait pas. 5-7 ans, il n'y avait pas ça. Ah bah il n'y aurait pas trop de Castagne FM s'il n'y avait pas de YouTube, par exemple. Hein. Voilà. YouTube, mais c'était moins développé. Oui, tout ça est arrivé après. Hein. Tout ça est arrivé après. Hein. Je pense que même Facebook, en 2010, c'était pas encore en français. Tu vois. C'est possible. Moi, je pense que ça a dû... Ouais, remarque. Peut-être la traduction a dû arriver en 2009, un truc du genre. Ouais. C'était. Moi, je sais que j'ai rejoint Facebook en 2008. Ouais. Tu vois, c'était même pas si longtemps, c'était à 11 ans, quoi. Et le magazine, il a commencé il y a 7 ans. Donc, tu vois, c'est les 4 premières années de Facebook. Et voilà, donc on a voulu mettre, donc je reviens à la base de cette réflexion, on a voulu mettre en lumière les acteurs français. Et je pense que, vu là où on est aujourd'hui, on a contribué à... Et alors, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le concept? C'est un petit magazine qui paraît tous les combien de temps? Qui écrit tout ça? Alors, Gis, c'est un trimestriel. Donc depuis 7 ans, donc on sort le numéro 28 là dans quelques semaines. Il a pris un peu de retard, mais il sort, ça finira la 7e saison. Et l'équipe, donc il y a ma femme, donc graphiste. Toujours, elle a toujours fait tout ce qui est mise en page, tout ce que vous voyez qui est pas écrit, c'est elle qui le fait. Et on a des contributeurs pour les articles. Au début, j'écrivais beaucoup d'articles. Après, moi, je suis pas non plus... je suis très bon en logistique. Et pour pour tout rassembler et faire quelque chose de joli. Après, le jiu-jitsu, je m'y connais, ça fait 10 ans que j'en fais, mais je suis pas non plus... je suis pas encore ceinture noire. Donc, faut dire que ma progression, elle est pas non plus hyper rapide. Bon, ça, c'est pas la question. Mais après, je peux pas écrire des trucs hyper précis sur de la technique. T'as pas besoin. J'ai pas besoin non pour plus. avoir un média jiu-jitsu, je sais pas Jérémy, mais y a pas besoin de s'y connaître. Non, mais là, ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, là, tu parles de nous, et c'est vrai, mais ce qu'il faut, en fait, c'est des acteurs. Et là où, en fait, nous, c'est facile parce qu'on n'a pas à écrire, quelque part, on a besoin de savoir s'exprimer, mais on fait venir des gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que c'est ça qui fonctionne. Si il fait venir des gens, mais que lui ne sait pas après le retranscrire et tout ça, ça peut pas fonctionner. Donc tout de suite, il a fallu que tu trouves des gens qui savaient de quoi ils parlaient, mais aussi qui savaient écrire. Ça a été ça quand même ton challenge au départ de JITS. Alors ouais, ça c'était très compliqué parce que trouver des... Moi je pouvais traduire, tu vois, des articles du JITS canadien, du JITS américain. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles dans les premiers numéros qui sont juste traduits. Qui sont juste traduits, des articles un peu intéressants, un peu techniques, un peu, tu vois, un peu philosophie, lifestyle jiu-jitsu, qui sont traduits parce qu'on avait besoin de contenu et que des créateurs de contenu en France à cette époque-là, c'était pas évident. Tu t'es vraiment démarqué de ce que faisait le JITS américain? Tu l'as senti, ça, vraiment? Très rapidement. Tu penses que ça aurait pas marché en France? Au-delà des noms et tout ça, je parle vraiment dans la façon de faire. Je pense que, tu regardes, ça fait un petit moment qu'ils éditent plus de magazines à proprement dit, mais tu regardes un JITS en anglais, le JITS américain, enfin je dis américain-canadien, c'est pareil, c'est les... Ouais. Le fonctionnement, tu penses que le fond, c'est-à-dire la façon dont ils amènent certaines choses et même certains sujets, tu penses que ça n'aurait pas pris en France? Non, je pense pas, je pense que c'était trop sérieux. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'il y a ici. On se démarque du côté amateur dans le sens où ce qu'on fait c'est quand même de la qualité. Tu vois, c'est une graphiste professionnelle qui s'en occupe. Je sais me débrouiller à l'écrit. Moi, j'ai été traducteur, j'ai fait de l'édition, je sais comment éditer un article. Donc ça, de ce côté-là, c'est plus ou moins professionnel. Après, tout ce qu'on nous envoie, tout ce que nous envoient les contributeurs, c'est pas du tout professionnel. C'est des articles écrits par des gens qui s'y connaissent, comme tu disais, mais qui savent pas le mettre en forme. Oui, qui sont pas rédacteurs professionnels. Ils sont pas rédacteurs, et ça, c'est impossible. C'est un peu ça qu'on ressent, et c'est là où JITS c'est sympa, c'est-à-dire que c'est un peu le magazine de la communauté jiu-jitsu brésilien en France, écrit par des gens, pas écrit par des extérieurs, c'est écrit par nous en fait.
C'est un peu le concept du magazine. Bah, écrit par nous, mais avec des récurrences quand même. Enfin, j'imagine que c'est pas n'importe qui arrive et qui dit à Raphaël, tiens, j'ai un article, tiens, vas-y, poste-moi ça. J'ai pas la sensation non plus que c'est comme ça. C'est un truc construit, ça part pas dans tous les sens non plus. Alors après, on a beaucoup de gens qui nous proposent des articles. On a eu beaucoup, mais c'est souvent, ça revient toujours à la problématique de base, c'est qu'est-ce que tu as raconté et comment tu le racontes. Alors quelqu'un qui a beaucoup d'idées à la base, il fait ouais, mais je peux t'écrire un article sur n'importe quel concept. Moi je dis ok, le pitch il est bon, ben envoie-moi quelque chose et je te dirai. Après si on doit le retravailler, on le retravaillera. Et donc j'ai fait j'ai retravaillé beaucoup d'articles. Et très souvent, ça m'a pris beaucoup plus de temps à retravailler que si tu l'avais l'article écrit toi-même, que si je évidemment. l'avais écrit moi. Bah, après, j'ai pas forcément le fond, donc je vais pas l'écrire. Mais j'ai reçu beaucoup d'articles, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je l'ai lu. Je me dis mais on peut rien faire. Enfin c'est un métier, hein, on devient pas. Il y a beaucoup trop à faire et je veux pas, je veux pas décevoir les gens. En plus des gens qui sont volontaires et qui m'ont dit je t'envoie un article, ça va être sympa. Et à la base, les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière chaque article. Si tu griffonnes un truc sur un carnet, tu vois, ça va être sympa, je l'envoie, mais il y a un grand truc comme ça sur les magazines, tu sais, sur la presse de façon générale, les gens se rendent pas compte de ce que c'est. On a un magazine, on a l'impression que c'est facile, que c'est tout fait, que entre guillemets je pourrais le faire. Tu sais, il y a un truc comme ça, on a une relation aux médias de façon générale où c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. On s'imagine pouvoir faire pareil, faire mieux, et on se rend pas compte qu'il y a un nombre de caractères limité, qu'il y a une ligne éditoriale, que tout doit être corrigé, revu, qu'on écrit, il y a un certain style, une certaine rythmique, tout ça paraît simple, alors que non, et surtout quand il y a toi qui corrige derrière. C'est-à-dire une personne qui a une vie en dehors de ça. Ouais, c'est effectivement beaucoup de travail, les gens se rendent pas compte, mais bon après... c'est bien de l'expliquer, c'est ça que je veux dire. Et puis même pour aller encore plus loin, pour vraiment appuyer ce que tu... Encore plus loin et le dire mais mieux en fait. Non mais Adrien, vraiment pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, parce que c'est vrai, il faut pas oublier aussi, parce que... Alors, je veux pas utiliser le mot la critique est facile, tout ça machin. C'est fait par des bénévoles, c'est-à-dire que personne, alors il y a des rétributions à droite à gauche, mais personne n'est payé. Tu n'emploies personne, toi-même tu n'es pas payé par Gitz. Il faut pas oublier que quelque part c'est fait avec passion et pour la passion. C'est hyper important aussi là que les auditeurs derrière l'entendent. Ça veut dire quand même que, alors je dis pas qu'il faut excuser tout ou qu'il faut absolument tout accepter et prendre tout pour argent comptant, mais c'est hyper important, je pense, de le rappeler. Comme on l'a déjà fait nous aussi par rapport à Castagne FM, c'est pris sur ton temps à toi, Raphaël, les personnes qui écrivent des articles, les personnes qui c'est pris sur leur temps et c'est fait par passion. C'est pas une paye, c'est pas un travail, c'est hyper important, je pense, d'en reparler aussi de ça. Alors juste pour préciser, alors effectivement la paye de l'article, parce que ce que rapporte le magazine. Parce qu'effectivement, il y a l'abonnement qui est payant, il y a, on a des trucs à vendre, tu vois. Ouais. Et ça paye en grande partie toute la logistique qu'il y a derrière, parce qu'on a énormément de frais. On a tout ce qui est hébergement, on a tout ce qui est... derrière l'hébergement, il y a des webmasters, il y a des gens qui font pas ça gratuitement, quoi. Des prestataires. Des prestataires, exactement. Tout ce qui est impression du magazine, il faut l'impression... Tu vois, même si tu avais une imprimante chez toi, il faut pas acheter le papier, quoi, je veux dire. L'impression, ça coûte très cher. Après, il y a les envois, et c'est... je vais pas dire que je suis pas perdant dans l'histoire, mais c'est pas du tout... au taux horaire, je pense que... je peux me poursuivre en justice, tu vois. Tu veux t'envoyer toi-même au prud'homme. Tu te ferais pas ça. Tu te ferais pas ça. Non, ouais, je récupérais les frais d'avocat parce que je gagnerais, je perdrais face aussi. À toi-même, ouais. Rien à te donner. Serait un peu compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que effectivement, c'est beaucoup de travail pour peu de rémunération, mais on a toujours eu un point d'honneur à rétribuer les gens qui nous aident. Ce qui fait que effectivement, si tu m'envoies un article que c'est fait à l'arrache et que tu vois qu'on peut rien en faire. Je vais pas te promettre, je vais te filer
Tu vois, je vais te payer ton billet Pour aller au World. pour aller au Worlds ou vas-y, fais-moi ta facture et je te paye de suite, tu vois. Ben non, c'est à la hauteur de la contribution. On a des contributeurs qui travaillent avec nous, qui est depuis Claire France par exemple. Claire France Thévenon, qu'on a Claire déjà France Thévenon. reçu à cette même émission. Ceinture noire. Ceinture noire. Olivier Michael. Voilà, je dois, pour le travail qu'elle fait, elle travaille énormément, je dois la rétribuer à la hauteur de sa participation. Mais voilà, après, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des trucs et pas forcément des trucs hyper longs ou qui demandent énormément de travail. Mais c'est vrai que si tu travailles avec nous, mais c'est sûr que C'est à perte. Non, c'est pas à faire. Non, justement pas. C'est que bon, peut-être au taux horaire, oui. Au taux horaire, c'est à perte. Au taux Oui, horaire, oui. peut-être. Mais c'est ce qu'on disait, c'est la passion. Enfin, tu le fais pas pour Mais ça en fait. je le fais pas pour ça, mais je veux pas que tu vois Gîte ce soit je me sers de vous pour faire le magazine, tu vois. Exactement. Je veux pas que ça soit comme ça. Ça a jamais été le cas. Et je pense que ceux qui ont travaillé avec nous jusqu'à présent, se sentent pas floués, tu vois. Ils se sont dit ah ouais, Gîte, ils vont pris mon article, ils veulent voilà, et moi j'ai rien gagné dans l'histoire. Est-ce que c'est la même chose pour les contributeurs sur le site? Par exemple, là, je me rappelle avoir lu quelques articles sur Débrief des Worlds, etc., qui a été assez complémentaire à ce qu'on a fait, parce que comme on avait oublié des noms de participants, je crois que c'est, je sais plus qui l'avait écrit, Adil Sali, Adil, ouais. voilà, qui avait écrit un petit billet pour expliquer qui avait fait quoi au World. Ça permettait d'avoir des infos complémentaires. Après voilà, comme je te dis, sur un article tu peux pas juger, mais si tu reviens régulièrement, nous on sera toujours réglo avec toi et tu auras envie de revenir, quoi. Après travailler gratuitement c'est pas du travail, quoi. Après c'est dans un contexte un peu différent, mais le volontariat, le bénévolat, c'est ce que les gens disent, enfin les gens invoquent pour éviter de payer. Mais je veux pas ça, tu vois. Moi je travaille, mon travail je veux qu'il soit un peu rémunéré, quitte à ce qu'il soit rémunéré peu, mais je veux qu'il soit rémunéré. Il faut qu'il ait une valeur en fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, pour parler de valeur, tout au début, le magazine était gratuit. Les 2 premiers numéros, ils étaient gratuits. T'as pris sur tes économies personnelles? C'était un investissement, on avait quelques sponsors. Et on envoyait le magazine et le magazine était distribué. D'ailleurs, tu vois, le numéro 1 du magazine, il est écrit gratuit. Ah. Mais bon, maintenant, on se doit de le vendre, tu vois, parce qu'à la maison, si tu veux l'acheter, il y aura écrit gratuit. Et sur le numéro 2, il y a écrit ne peut être vendu. Ça, c'est autre chose aussi. C'est parce qu'on avait trouvé un moyen de le distribuer par une boutique de sport. Donc, on avait trouvé un réseau pour distribuer le magazine. Et ça, donc voilà, si vous posez la question pourquoi il écrit ça sur le magazine, c'est parce qu'on voulait pas que les gens puissent le vendre et se faire de l'argent au comptoir. Voilà, parce que c'était pas le but, c'était pas comme ça que ça devait marcher. Bon, depuis on a compris que c'était pas vraiment ça, que les gars ils étaient pas aussi investis que nous et qu'ils récupéraient le magazine, qu'ils le foutaient dans la boutique et que si on demandait pas, ils donnaient pas. Si je demandais pas, ils prenaient pas. Moi j'ai dû remonter à Paris pour récupérer les magazines, tu vois. C'est un magasin qui existe toujours? C'est un magasin qui existe toujours. Non, mais ils nous ont vachement aidés. Après, tu vois, c'est une logistique de ouf. Il y avait 20 magasins en France, je vais les envoyer à chacun. La maison mère envoyait. Eux, ils ont fait un truc de fou aussi. Hein. Et je leur en veux pas, au contraire, ils nous ont aidés. Ils ont essayé de nous aider sur une de nos solutions pour continuer à garder le magazine gratuitement. Ça n'a pas marché et du coup, au numéro 3, c'est passé directement à l'abonnement. Et ça, au début, c'était gratuit, maintenant c'est plus gratuit. Bah oui, effectivement, mais la solution gratuite, elle marche pas. Et en France, c'est pas possible. Donc, dire que c'est gratuit, on veut tout gratuitement, oui, mais bon. Si tu veux un peu de qualité, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye le travail, quoi. Bon, c'était un petit peu ça que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est. Et je veux pas parler d'indulgence, parce que le travail que vous faites est très bien de ça, mais je pense que notre contribution à nous en tant que lecteurs et tout, c'est aussi donner un peu de crédit quand même à tous ces gens et ne pas critiquer à la moindre occasion et ne pas s'enflammer au moindre manque ou oubli.
Voilà, je pense que c'est hyper important. Voilà. Oui, puis c'est assez constitutif finalement de notre sport. Hein. C'est-à-dire qu'avoir notre petit magazine qu'on reçoit en plus via le club, parce que là je pense que quand même la plupart des gens le lisent via le club. Moi j'ai toujours lu, mais c'est toujours via les clubs que je les ai eus. Bah, c'est un petit moment sympa, je sais pas, on reçoit le nouveau gîte. Enfin, c'est un vrai truc, tu vois, ça fait les choses, ça donne une impression de sérieux. Voilà, on n'est pas juste des mecs qui roulent en pyjama, comme diraient d'autres. Oui, et puis c'est un vrai ciment de communauté, tu sais, la presse en fait, c'est hyper important, c'est ça qui constitue une communauté, enfin, parce que sinon après on est plein de gens. Tu refais ce que je dis et tu le redis mieux. C'est vrai, je l'ai vachement bien dit encore. Tu le dis vachement mieux que moi. On est d'accord, Raph? Je pourrais écrire pour le Gîte ou pas? Si tu veux, écoute, tu m'envoies ton article, si tu fais trop de fautes. Mais non, mais ça peut être le problème, ça. Problème de concentration. Moi, je sais pas écrire personnellement, donc. Au moment où le magazine est passé payant, eh ben les gens y ont accordé vachement plus de crédit. Tu vois, quand la première fois que j'ai fait la première promo du magazine, j'étais venu au Naga à Paris en 2012, je crois. Naga, c'était un truc de ouf, tu vois. Quand moi je parlais du magazine à Toulouse, on me dit ah ouais, il y a le Naga à Paris, il faut que tu ailles au Naga, tu vois, c'est la compétition où il faut être. Ok, bah je vais à Paris au Naga, tu vois. Et je distribue le magazine, les mecs l'ouvrent. Ah ouais, c'est cool, ouais. Et ils le laissent traîner, tu vois. Je fais ah putain, j'étais fou. Je me dis ah là. Tout ce travail pour ça, quoi. T'en as distribué beaucoup? J'en ai distribué pas mal. Et tu vois, ce magazine, maintenant, on se l'arrache, tu vois. Parce que le numéro 1, j'en ai pas imprimé 500 000, tu vois. Et donc maintenant, il a une valeur, ce magazine. Et donc... il est coté. Et franchement, d'ici peu, je pense que tu les auras sur eBay. Hein. Si tu peux nous en donner un dédicacé, on le mettra sous cadre. Il faut que je demande. Non, faut l'acheter, mon pote. Il y a rien de gratuit. Il vient de te le dire. Il vient de te l'expliquer pendant des heures. M'engueule pas, c'est bon. Ok, combien? Déjà que tu sais pas écrire et tu me saoules. J'explique pas bien. Oh là là. Donc le premier gratos. Premier, deuxième. Tout le monde l'a foutu à la poubelle. Ouais, ça n'a pas marché. Je te jure, ça m'a. Non, c'est pas que ça n'a pas marché. C'est pas que ça n'a pas marché. Mais il donnait pas la valeur qu'on avait investi dedans, tu vois. Mais je comprends complètement. Et tu sais, la première fois que ce principe-là de gratuité, j'étais jeune, je me rappelle, m'avait vraiment marqué. C'était au début de... Alors bon, il y avait avant tous les cinémas, tu sais, Gaumont, Pathé, je sais plus quoi, machin. Et je crois que c'est Pathé les premiers qui ont fait les cartes à volonté. Tu vois. Et avant le cinéma, il y avait un truc, tu vois, ça rigolait pas. T'allais au cinéma, tu payais ta place et tout, tu regardais ton film. Tu vois, il y avait un truc comme ça, exactement. Et j'ai vu la différence le jour où il y a eu ces abonnements à 15-20 balles par mois, je sais plus combien c'était en francs à l'époque. Et ben les gens en avaient rien à foutre. Ils venaient au cinéma, ils quittaient en plein milieu de la séance. Et ça me fait un peu penser à ça en fait. Quand tu donnes un principe de gratuité à une chose, et ben d'un coup la valeur elle est un peu ce que tu veux en faire, tu vois. Même si le film était bon ou pas bon, c'était même pas le problème, c'était plus le problème, c'était le principe en fait de la séance en elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux. Et c'était la première fois que j'étais confronté vraiment, et je m'en rappelle très 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 nettement. Je me suis dit mais en fait quelque part, plus tu ouvres la possibilité de voir de nouvelles choses, plus tu ouvres la possibilité aux gens de voir de nouvelles choses, de participer à de nouvelles choses, en fait, moins ils en ont quelque chose à faire. Et vraiment, ça m'avait marqué ce truc-là. L'argent, ça fait que les gens se sentent investis de quelque chose. Genre, allez, c'est ça, on va regarder quand même. Quand c'est gratuit, tu t'en fous, tu jettes, tu vois. C'est marrant, tu vois. Et puis oui, tu te dis, bah voilà, j'ai investi, il faut que j'en profite, tu vois. Mais c'est pas... Justement, là, on parle au même titre, le cinéma ou les musées, par exemple. Les musées aux États-Unis ne sont plus gratuits. Avant, ils étaient gratuits. Ils sont plus gratuits. Et quelque part, je suis sûr que si demain il y avait une gratuité sur tous les musées, eh ben, je pense que peut-être plus de gens iraient, mais je pense que beaucoup plus de gens n'auraient rien à foutre et peut-être même maltraiteraient le principe général du musée, tu vois, se comporterait mal, ce machin. Il n'y aurait pas cette espèce de côté un petit peu sacré en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu achètes quelque chose, c'est comme tu dis, voilà, c'est ça, tu investis et tu investis dans la chose aussi. C'est-à-dire que tu le respectes en fait. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, donc voilà. Donc tu es bien content de l'avoir fait payer maintenant. Ah bah surtout que gratuit. Il n'y avait pas le choix. Ça aurait pas été possible autrement. Donc Et donc toi ça fait quoi? Donc maintenant ça fait depuis la ceinture blanche, tu chroniques, tu vois une vraie évolution du jiu-jitsu brésilien en France. Enfin c'est quelque chose que tu analyses ou tu es un peu en dehors de tout ça parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de ton parcours, on va en parler. Mais comment tu te places toi par rapport à la communauté jiu-jitsu française? Alors au début, comme je t'ai dit, je connaissais personne. Quand j'ai commencé le magazine,
je connaissais mon prof, je connaissais les gars avec qui je m'entraînais. On était, je crois, je vois les photos dans mes souvenirs. Je me dis putain, on était des 20, des 30, des cinquantaines aux entraînements. Et je vois les photos, les vieilles photos, les premières photos. 10. On est 15, 20. Genre on est max 20, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, quand on est 20, c'est, je sais pas, il pleut ou il fait 70 degrés. Enfin, il y a personne, tu vois. Alors qu'à l'époque, 20, c'était le max. Donc il y avait beaucoup moins de pratiquants. Je ne connaissais personne, je n'avais aucun contact. Je suis parti de zéro. C'est-à-dire vraiment, j'étais ceinture blanche jiu-jitsu et j'étais ceinture blanche magazine, tu vois. Ma carte de presse, il n'y a aucun tampon dessus. Tiens, vois. c'est vrai, c'était un premier shot pour toi ou tu avais déjà participé à des. C'était une première fois pour toi le monde de l'édition, alors pas d'édition, mais de la presse, où tu avais déjà des expériences dans d'autres milieux. Moi, je suis pigiste depuis des années dans un autre milieu, dont on parlera certainement juste après ça. Mais ouais, j'ai beaucoup écrit avant. D'accord, donc tu connaissais un petit peu les fonctionnements quand même. Alors les fonctionnements, non. Je sais comment on présente des articles, mais le fonctionnement de la presse et toute la logistique derrière la presse, non, j'avais aucune idée. C'est-à-dire vraiment, je suis parti du début où j'envoyais tout avec la poste, où j'ai essayé de négocier avec la poste et tout, et qui m'envoyait balader, et qui me proposait les pires tarifs. Enfin, c'est pour ça que je trouvais des solutions à droite à gauche. Et il faut fouiller partout pour... ah ouais, mais il y a un tarif presse, machin, mais on te l'accorde seulement si t'imprimes 500 000 magazines, que t'en vends 90. Oh non, mais oula, mais c'est impossible ça. Jusqu'au jour où un gars m'appelle, fait oh, mais vous pouvez disposer de ce truc, ce tarif presse. Ah bon, mais vous m'avez pas dit, ça fait 2 ans que je vous harcèle pour me demander. Ah oui, mais il a toujours été là. Bah, en gros, tu parles. En fait, et le truc, c'est que je suis tout seul, tu vois. Enfin, pour faire ça, ma femme, elle est graphiste, donc elle s'occupe pas de ça. Et elle parlait pas français à l'époque. Max, il écrit des articles, donc il fait pas ça non plus. Donc j'étais tout seul avec mon téléphone, mon ordinateur, à chercher toutes les solutions pour rendre le magazine viable. Donc ça passe par la presse, par les envois avec la poste. Donc au final, j'arrive à m'en sortir, mais la poste, c'est un gros budget aussi dans les expés, ouais. Dans les expés. Et après, il fallait trouver tout le monde, il fallait avoir toutes les relations dans les clubs. Et effectivement, au début, je ne connaissais personne, je connaissais mon prof, c'est tout. Et comment t'as fait ? Et au début, comme je t'ai dit, j'ai appelé les académies. Je les ai appelés. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir le magazine ? Et c'était un premier contact en fait. Et par ces contacts, j'ai créé des liens avec plein de gens. Je t'avais avec Olivier, Michael Esco, c'était un des premiers contacts à Paris. Il y en avait un gars de chez lui qui était venu s'entraîner pendant les premiers numéros à cette époque-là. Tu connais Olivier, je te mets en contact et tout. Il a envie de s'investir avec vous, faire des trucs avec vous. Ok. Du coup, j'ai été en contact avec eux. De fil en aiguille, mais tu veux passer à ce club-là, mais viens à notre club. Puis je passe à un autre club. Et puis, mais à Bordeaux, on a ça. Tu connais machin. Voilà, hop, c'est un autre contact. Tu l'as fait pour le Jiu-Jitsu ou pour la presse, foncièrement ? Tout ça, toute cette aventure, t'as mis tout ça en branle pour le Jiu-Jitsu brésilien ou parce que t'as été pris un petit peu par cette... Parce que si tu nous expliques, on a beau se dire putain c'est dur et tout, mais il y a un côté quand même hyper excitant de détective et tout ça, et il y a un truc intéressant aussi quand même. Tu penses aujourd'hui avec le recul, tu penses que t'as fait ça par rapport à l'univers du jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire que tu t'es vraiment tapé pour réussir, pour donner ça à la communauté, pour ou les quelque Castagnères. part, pour les petits Castagnères, ou est-ce que pour tes potes, ou est-ce que quelque part il y avait un côté aussi parce que c'était personnel, hyper personnel, et que tu trouvais ça passionnant à faire. Alors, je trouvais ça passionnant. Alors la communauté jiu-jitsu, elle est ce qu'elle est. Moi, j'adore me balader, j'adore tourner à droite à gauche. C'est ça, c'était perso en fait. Alors, ouais, tu peux dire ça comme ça. Moi, j'adorais me balader, j'adorais interviewer les gens, et j'adorais ce que j'avais en retour en fait. Que les gars, ils étaient contents que leur nom apparaisse quelque part. Parce qu'à la base, il n'y avait pas ça. Personne ne parlait des autres. Et t'étais enfermé dans ton académie, tu ne connaissais pas ce qui se passait ailleurs. Les premières vidéos techniques en français, qui étaient publiques, tu vois, pas juste pour les clubs, mais je crois que c'était par chez nous qu'elles sont passées, quoi. Et les gens étaient, les profs même étaient contents de ça. Et pour moi, c'était quelque chose, c'était un but non dit. Tu vas faire apparaître les gens. Alors effectivement, si j'avais préféré jouer au golf ou faire du poney, tu vois,
ça aurait été autre chose. Le jiu-jitsu brésilien, moi j'adore, mais c'est une passion parmi d'autres, et dès que je peux parler à quelqu'un de jiu-jitsu brésilien, j'en parlerai aussi. Mais c'était une occasion comme une autre, c'était une passion. Après que c'était un but personnel ou pour la communauté, Bah, un peu les deux. ouais, un peu des deux. Parce Moi, que tu vas c'était- pas te prévaloir et dire non, j'ai fait ça par pure j'ai fait ça abnégation. que pour hein. ma gueule. Non, mais non. si tu me disais que t'avais fait C'était ça. pas vraiment ça ma question. Ah, quelle est ta question? Non, ma question c'était plus, est-ce que tu penses que c'est le jiu-jitsu, je parle même pas de la communauté, Ah, c'est le jiu-jitsu en lui-même. le jiu-jitsu brésilien qui t'a drivé vers ça, ou est-ce que c'est plus le côté presse, mais mettons de côté la communauté. C'est pas le côté presse. Je pense que c'est peut-être un caractère personnel que j'ai moi. C'est que je fais pas les choses à moitié. Je déteste faire les choses à Mais moitié. ça aurait pas été pour le jiu-jitsu brésilien, ça aurait été pour autre chose. Je C'est pense- ça que je veux je pense, dire. ouais. Voilà. Parce que dans tout ce que je fais, je m'investis à fond. Je fais du jiu-jitsu brésilien, je trouve ça passionnant. Et je trouve que les gens que je rencontre sont aussi passionnants. Donc j'ai voulu les mettre en lumière. Et le moteur de tout ça, c'est pas forcément le jiu-jitsu brésilien, c'est le fait que je veux réussir dans mes objectifs. Et l'objectif là, c'était réussir à rassembler cette communauté et faire un truc qui marche, quoi. Et quel bilan tu portes maintenant après toutes ces années? T'es content de ce que ça a donné? T'es content de l'image? Tu crois que vraiment ça a fédéré des gens, que ça a fait découvrir des gens? Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense pas être 100% responsable de ce développement. Et ce serait complètement... j'hallucinerais si c'était le cas. Non, j'ai pas fait ça. Je pense que j'ai grandement participé à cette réunion, à ce rassemblement. C'est évident. Enfin, bon. Après, est-ce que j'aurais préféré que ce soit pas de ma responsabilité, dans le sens où j'avais écrit un article sur ça, sur le jiu-jitsu brésilien en France. Je sais pas si tu as lu cet article ou si vous l'avez lu. Ça date de quand? Je l'ai écrit mais c'est dans le monde, le développement du jiu-jitsu brésilien, il s'est fait en parallèle au développement du MMA. Quand le MMA se développait, le jiu-jitsu brésilien se développait. Et comme le MMA, comme on l'a vu, il s'est pas développé tant que ça en France, notamment avec la législation. Donc autant il y a 5 ans, ça a commencé à décoller, mais en 5 ans, la croissance exponentielle qu'on donnait au jiu-jitsu brésilien, elle a pas apparu. Elle est x10, x50, x100, mais c'est que du x5 ou du x10. Quelque chose de raisonnable. Effectivement, les chiffres qu'on nous donne, ils sont positifs. Ils sont positifs par rapport à quoi? Par rapport au développement de quelle autre discipline? Tu regardes le CrossFit, en 2012, personne connaissait. 2013, il y a des centaines de milliers de gens qui pratiquent. Alors que ça s'est fait en une ou 2 années. Le jiu-jitsu brésilien, il y a des dizaines de milliers qui pratiquent. Et maintenant, il y a un peu plus de dizaines de milliers qui pratiquent, tu vois. Et ça va peut-être changer là, avec le MMA qui arrive en 2020. Mais ça va peut-être changer, tant que je connais. Je te parle pas des 7 ans. Pas du futur. Hein. Je te parle pas des 7 ans que je connais pas encore. Mais quelque part, je suis déçu de ça. Je suis déçu que le jiu-jitsu brésilien ait pas explosé d'une autre façon. Bah ouais, tu dis que c'est marrant, Jérémy. Non, je trouve ça étonnant, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, ça m'étonne pas vraiment que le jiu-jitsu brésilien ait du mal à exploser. Alors, ça va changer avec l'arrivée du MMA, mais je pense pas tant que ça. C'est pas prosélyte, le jiu-jitsu brésilien. C'est pas prosélyte, c'est pas beau à regarder. C'est quand même, il y a des codes. Non, mais c'est pas beau à regarder quand t'es pas pratiquant. C'est pas beau à regarder. Enfin, ma femme qui subit les compétitions, les trucs et tout machin, j'ai beau lui avoir montré 200 fois et tout, elle comprend toujours pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose. C'est compliqué lors de la fête des sports de montrer aux gens, aux badauds qui viennent regarder les différents sports qu'ils peuvent faire à leurs enfants, de se dire waouh, là il y a quelque chose, tu vois. Enfin, tu vois une espèce d'amas humain comme ça qui se roule sur les uns sur les autres. C'est voilà, dans ce sens-là, je parle d'esthétisme. Après, nous pratiquants, on peut reconnaître le beau mouvement, mais quelqu'un qui d'extérieur, parce que c'est ça en fait qui donne envie à des gens de s'y mettre ou pas. Le judo, il y a un côté spectaculaire. Il y a un côté spectaculaire, on peut le tourner comme on veut. Il y a un côté spectaculaire. Le foot, il y a un côté social. Mais c'est vrai que le jiu-jitsu brésilien, c'est pas prosélyte. Et puis en plus, c'est hyper compliqué pour quelqu'un d'arriver dans un dîner ou comme ça. Voilà, je fais du jiu-jitsu brésilien. Ah bon, c'est quoi alors, de la capoeira? Non, c'est pas de la capoeira. Mais alors qu'est-ce que c'est? Et tu vois un peu le MMA dans les. Oh non, là, la cage, le sang et tout ça machin. Oui, mais non, c'est pas vraiment ça. Alors qu'est-ce que c'est?
tu vois, c'est un sport de soumission. Ah ouais, comme le judo, comme le, tu vois. Je pense que l'évolution du jiu-jitsu se fera forcément avec le temps. Elle peut pas se faire dans la communication. C'est ça que je veux dire. Ça se fera, voilà, dans la visibilité, un peu plus, puis un petit peu plus. Mais c'est pas en parlant, c'est pas en le montrant qu'on en verra plus. Je suis pas forcément d'accord. Parce que moi, je te parle d'exemples, tu vois, dans d'autres pays où parce que le MMA était visible, le jiu-jitsu a été dans les coulisses, tu vois. Donc les gens ils se disent, mais tu veux, hier j'ai rencontré un gars, il a vu que j'avais un t-shirt jiu-jitsu, il m'a fait, ah tu fais du jiu-jitsu, je fais, ouais, ah à la rentrée j'hésitais entre faire du MMA et du jiu-jitsu. Tu vois, donc le gars il fait pas de MMA, il fait pas de jiu-jitsu, mais il connaît le jiu-jitsu. Et un des gros problèmes que je vois maintenant dans le développement du jiu-jitsu et qui aurait pas forcément était le cas il y a quelques années, c'est que le MMA a changé ces 10 dernières années. Il est du tout au tout. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, t'avais le mec qui faisait de la boxe thaï, il y avait le mec qui faisait du jiu-jitsu, il y avait le mec qui faisait ça. Maintenant, un gars qui veut faire du MMA, il fait, je vais faire du MMA. Il se dit, ouais, bon, il y a une partie seule, mais c'est pas grave, je la verrai en MMA. Allez, il y a 5 ans, il y a 10 ans, les mecs, ils font, oh, wow, le mec, il a mis une soumission au sol, faut que je fasse du jiu-jitsu. Il se dit pas, je vais faire du MMA. Et ça a fait exploser le jiu-jitsu dans d'autres pays. En France, maintenant, un gars qui regarde du MMA, il fait ouais, le mec il boxe bien. Ah, il est au sol 10 secondes. C'est pas des spécialistes du jiu-jitsu brésilien. Ils sont tous ceinture noire, certes. Mais ils n'ont pas l'étiquette jiu-jitsu brésilien, ou beaucoup moins. Tu vois, John Jones, il est très fort, il est très fort au sol, mais il n'a pas étiquette jiu-jitsu brésilien. Alors qu'il est, bon, je sais pas, peu importe quelle ceinture il est. Ah bah je pense qu'il est violette grand max. Violette, hein. ouais, c'est ça, il est bleu ou violette. Ouais, enfin bon, peu importe. Alors que c'est un monstre. Il y a très peu de gars jiu-jitsu brésilien. Du coup, le rapport entre MMA et jiu-jitsu brésilien, il est un peu décalé comparé à il y a 5 ans. Donc l'effet qu'aura le MMA maintenant sur le jiu-jitsu brésilien en France sera, à mon avis, beaucoup moins fort qu'il aurait pu l'être il y a quelques années. Alors c'est un truc complètement hypothétique. On prend les paris, hein. On a une date d'enregistrement, on est le 11 juillet. Je reste persuadé que c'est pas grâce à l'ouverture du MMA en France. Alors ça, c'est alors là. Je pense que ça y participera. Ça participera, c'est sûr, parce que de toute façon, on va avoir une fédération, donc qui doit être décidée là avant la fin de l'année, qui va chapeauter le MMA, et on va avoir des nombres, combien de pratiquants, l'évolution, etc. Et on verra bien ça avec les différentes fédérations de jiu-jitsu. Est-ce que ça monte ou pas? Mais ça, effectivement, en fait, il suffirait d'un grand champion de MMA français spécialiste en jiu-jitsu et ça pourrait faire exploser le truc, tu vois. Ça pourrait driver les jiu-jitsuka. Jouant Mbappé. C'est ça. Non, je sais pas, j'ai dû. Bon, je sais pas. Après, ça, c'est une question d'avis. Moi, je pense pas que ça changera grand chose. Toi, tu dis non. Ouais. Et je te dis, je trouve que même en tant que pratiquant de jiu-jitsu brésilien, je trouve qu'il y a un côté. De prime abord, il y a un côté un peu austère. Voilà. Dans le jiu-jitsu brésilien, c'est pas il y a pas un côté facile à comprendre, hyper accueillant. Ça reste un sport cher. Déjà, c'est quand même une première barrière. Quand même, faut arrêter 2 secondes. C'est pas un sport donné, le jiu-jitsu brésilien. Et puis voilà, la compréhension tout de suite. Moi, j'ai plein de potes qui sont venus, qui ont essayé tout et qui m'ont dit, au bout de 3-4 fois, ils m'ont dit, putain, je comprends rien, je sais pas quoi faire, ça me saoule, tu vois. Et je pense que contrairement pour le coup aux États-Unis, ou même peut-être dans d'autres pays, mais je connais bien les États-Unis, où tu as des white belt class. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je sais que la quinzaine de potes que j'ai pu amener avec moi, machin, ils m'ont dit, mais vous êtes des brutes, vous me faites mal, j'ai aucune envie de revenir. Parce qu'on n'est pas suffisamment. Il y a dans certains clubs des cours débutants. À Toulouse, il y a plein de clubs, enfin chez nous en tout cas à Arania, il y a un cours ou 2 cours, ça fait 3 heures par semaine que débutants. Il n'y a pas, si t'es ceinture bleue, tu viens pas quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est comme ça. Et en fait, je crois que c'est bien. Je crois que c'est ça qui donne envie aux gens vraiment de commencer. Vraiment. Peut-être. Ouais, c'est une bonne chose. Moi, j'ai jamais vu. Une quinzaine de potes, une quinzaine qui m'ont dit honnêtement, je reviendrai pas. T'as plein de potes, c'est pour ça. Ouais, après, est-ce qu'on peut dire des amis? C'est un autre débat. Après, autre chose, c'est que si t'avais fait du golf,
si t'emmènes 15 amis avec toi, combien il y en a qui vont se mettre au golf, tu vois. Bah, C'est Alors peut-être pas, mais au moins alors ça c'est sûr. Mais peut-être qu'il n'aurait pas arrêté parce qu'il ne comprenait pas les règles. Oh, Là, c'est- moi tous ça a été ça. Ça a Le été golf. franchement, je comprends rien. C'est trop. Je suis avec vous tous là. Mais vraiment, hein, à chaque fois ça a été ça. les golfs, ils en feraient pas parce que ça les fait C'est chier. chiant. C'est nul. Hein. Voilà. Donc voilà, non mais tu continues ou t'arrêtes pour différentes raisons. Après, le YouTube brésilien, c'est parce que ça fait mal, parce qu'on n'est pas propre. Enfin bon. Parce qu'ils comprennent. Bah, maintenant on est super propre en Julie, tu vois. Non, parce qu'ils ne comprennent pas. Vraiment, moi c'est Ouais, ça bon, qui est une ressorti. c'est une des raisons, mais même s'ils comprenaient, est-ce qu'ils resteraient, tu vois Hmm. Est-ce que si quelqu'un qui a envie de comprendre, est-ce qu'il Moi c'est la raison qui a est-ce été qu'il veut donnée. faire- est-ce qu'il fait l'effort Pourquoi t'as commencé toi, Raphaël? Alors, pourquoi j'ai commencé? Alors, on reviendra sur ce que je fais à côté, hein, mais On y s'est a- peut-être lié, non? J'en sais rien. Oui, oui, tout est lié en fait. Ah, Tout ah, est lié. ah, on veut savoir là. Et alors c'était en 2007, je crois. 2007, j'étais en déplacement au Canada. Et j'avais genre une journée où j'étais tout seul, où j'avais rien à faire, où je me baladais et je me posais des questions, tu vois, des questions existentielles. Tu vois, t'es seul, Ah, qu'est-ce que je vais manger ce t'es loin de la soir, maison, ça. tu te dis, bah, voilà, Où est-ce que je pourrais aller draguer ce soir? qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Et je me suis dit, je me parle, tu vois, je me dis Raph, c'est comme ça que je m'appelle. Donc je me dis Raph, tu vois, je Tu te m'interpelle. parles souvent à toi tout seul? Ouais, je me parle. Sérieux? Ouais, c'est comme ça que j'arrive à. Mais tu te parles à voix haute? Franchement. Genre ouais. dans la rue, Ouais. on pourrait te voir et tu Ouais. serais en train. Fais-le Mais pas. arrête, je te pose des Ouais, questions. ouais, je Dans crois- la rue, on pourrait te crois- croiser. Quand je suis dans des grosses réflexions, ouais, je crois que je me parle. Ouais. Tu te parles jamais à toi-même, Jérémy? Non, à voix haute? Mais je suis pas cinglé, les gars. Ok, bah écoute. Et je me fais. Raph, t'as fait. Jusqu'ici, t'as fait plein de choses. Tu sais faire plein de choses. Franchement, tu t'épates, tu vois. T'es beau, t'es ouais. fort, Non, c'est pas t'es intelligent. Non, je suis. En fait, Tu t'es mis bien, quoi, pendant 5 minutes, en tu fait, t'es je me mis dis- bien. non, je me suis dit, voilà, Raph, t'as un diplôme, super. T'es pas trop con, ok. Par contre, si un jour tu devais te battre, eh ben tu te ferais casser la gueule. Parce que t'as beau être un peu malin, ben tu te ferais casser la gueule. Mais qui réfléchit comme ça dans la rue? Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Si je me fais. Tu vois, si je devais me battre, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai réfléchi, je fais, mais attends, mais. Ouais, je taperais dans les genoux. Ouais, mais est-ce que tu sais donner un coup de pied? Non. Bah non. Là, t'as- Est-ce que tu sais donner un coup de poing? Bah non. En fait, je sais pas me battre. Et tu vois, c'est apparu comme c'est une révélation, tu vois. Il fait Raph, tu sais faire plein de choses, mais tu sais pas te battre. Et peut-être que ça influe sur le reste de tes relations avec les gens, tu vois. Peut-être. Et je suis arrivé à une conclusion un peu plus tard. Je continue sur ça d'abord. Et je suis rentré et je me dis qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis inscrit et j'ai fait du karaté, tu vois. Karaté. Déjà raté. Donc Déjà déjà raté. c'était pas bon Complet, du tout, tu quoi. vois. T'avais Mais raté ta réflexion. L'avantage, c'est que c'est dans ces cours de karaté, il y avait un peu de self-défense. Oh là Ouais, là et là. non, mais là. tu peux dire, Voilà, tu peux dire, double fail. tu peux dire ce que tu veux, et moi je te dirais oui, effectivement, la plupart des trucs que j'ai vus, c'était pas fou. Si tu Et nous racontes d'ailleurs- que t'as fait du Krav Maga, et après on arrête cette et émission. d'ailleurs, le mec, le prof que j'avais, que j'avais, maintenant il fait plein de vidéos YouTube, et il était à Toulouse, mais il était à Marseille. Et ouais, c'est un gros youtubeur de karaté, tu vois, et de self-défense. Et donc bon, ouais, il a fait son truc après, quoi. Et bon, mais au bout d'un moment, je me dis bon, bah, c'est peut-être pas le truc qu'il me faut. Et je suis allé en Suède, donc où j'ai passé beaucoup de temps, où j'ai d'ailleurs habité en Suède, mais c'était après. Et un pote qui faisait du jiu-jitsu brésilien qui me dit non mais karaté, oublie, c'est de la merde. Va faire du jiu-jitsu Déjà c'est un brésilien. bon pote. Ah ouais. Et c'était et donc je ok, je vais voir. Je rentre en France, je rentre chez moi, je vais au club jiu-jitsu. C'était Yann qui faisait les cours et c'était dans une salle. Ceux qui étaient, ils s'en souviennent. Hein, mais c'était Ghetto. Ouais, je vais pas donner le nom parce que ça fait pas. En plus les profs de boxe thaï ils sont super sympas et tout. Mais pour faire du jiu-jitsu brésilien, c'est pas là qu'il faut aller, tu vois. C'était, on passait juste après les boxeurs thaï. Donc sueur, Donc pied. sueur, une odeur horrible, c'est-à-dire t'ouvrais la porte, t'avais un nuage, si tu veux t'es obligé de retenir ta respiration la première seconde pour pas sentir la différence, tu vois. Tu prends ta respiration, t'ouvres la porte, tu rentres, tu fermes et tu respires, parce que tu peux pas la transition, elle était trop horrible.
Donc ah ouais, non, mais je te dis, c'était. J'y suis allé et j'avais regardé aucune vidéo. Je savais même pas ce que c'était. J'y suis allé, je me suis fait péter. tordre dans tous les sens. Dans tous les sens. Hein. Et j'ai eu envie de vomir tout ce que tu veux. On connaît ce témoignage. J'étais mal. On le connaît. Tout le monde le connaît. C'est ça. Mais c'était encore pire parce que moi, j'étais pas du tout athlétique. J'étais pas sportif du tout. Et j'y allais vraiment en me disant, voilà, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je voyais des gars qui étaient pas plus grands que moi et qui se débrouillaient. Enfin, qui se débrouillaient. Du moins, de ce que je voyais, ils se débrouillaient. Et je suis sorti de là, le premier cours. Hein. Je suis sorti de là, bon, j'avais envie de vomir. Et je me dis, Raph, tu vois, parce que c'est comme ça que je m'appelle. Ouais. Je le rappelle au cas où. Ah, on a compris, hein, t'as pas changé, toujours aussi cinglé, puis t'es 5 minutes, donc tout va bien. Si un jour, t'arrives à aimer ce sport et t'arrives à survivre, ben t'auras accompli un bon challenge, tu vois, un bon défi. Et j'y suis retourné le jeudi, et la semaine d'après, et je me suis jamais arrêté. Et tu vois, c'est comme ce que je te disais avant, tu vois, je fais pas les choses à moitié. J'ai autant le karaté, tu vois, j'étais pas dedans, donc à la limite, j'ai fait à moitié, mais en plus le prof il s'est barré au milieu, tu vois, donc j'ai aucune envie de continuer ou quoi que ce soit. Mais je me disais, là c'est quand même un gros challenge. Je me dis, putain, là je me suis quand même fait défoncer. Oui, puis ça répondait à ta question. Est-ce que je sais me battre? Bah ouais. Non, je ne sais pas, je ne savais pas me Bah battre. ouais. Ah, là, c'était non. C'était non. Et quelque part, ça collait bien avec mon profil, tu vois. C'est ce que je serais capable d'échanger des coups de poing et des coups de pied. Bon, j'ai vu 2-3 trucs en self-défense, machin, mais tu vois, ça. Est-ce que vraiment pour ça, j'irais me frotter à quelqu'un qui m'emmerde? Bah non, quoi, non, sûr que non. Alors par contre, est-ce que. Bon, j'ai quand même gardé ça. C'est que si on t'emmerde, tu t'engages pas le combat. C'est ce que j'allais dire, est-ce que tu as utilisé depuis? Non, j'ai jamais utilisé. Et c'était pas le problème. Pratiquer, ça te permet justement d'éviter ce genre de truc. Et donc j'ai continué jusqu'à maintenant, je suis ceinture marron. Peut-être pas la meilleure ceinture marron que le monde ait connue, mais je me débrouille, tu vois. Et quelque part, cette expérience, quand je te disais, ouais, je me ferais casser la gueule et peut-être que ça influe sur mes relations, c'est un truc que j'expliquais dans un autre podcast sur un autre sujet. C'est qu'en ayant fait du jiu-jitsu brésilien, ou en te disant que tu te ferais pas casser la gueule, tu gagnes une certaine confiance qui est avec toi dans toutes tes relations. Et il y a une comparaison, enfin une image que tu peux faire. C'est tu parles avec quelqu'un qui a le dessus sur toi, qui est un peu plus costaud que toi. Tu parles de n'importe quoi, tu vois, le prix des chocolatines, pas des pinches, des chocolatines. C'est ça, il veut que ça parte en couille déjà. Tu dis chocolatine? Ah oui, des chocolatines à tous les... Bon bref, prix des chocolatines. Et donc pour les gens normaux, chocolatine c'est pas un chocolat. Pas un chocolat. Et tu vois, et pour une raison ou une autre, ça monte le ton. Tu vois, tu montes. Je sais pas, tu vois. Par exemple, les chocolatines. C'est un pain au chocolat. T'es un idiot, tu te parles à toi-même en plus. Enfin, je veux dire. Tu pousses la situation à l'extrême. Et tu dis, voilà, tu peux pas crier plus fort. Bah, t'en viens au point. Parce que c'est comme ça que ça arrive en fait. Les bagarres, ça se passe sur une dispute où t'as pas réussi à pas toutes les bagarres, hein, où t'as pas réussi à t'entendre. Ça part en cacahuète, ça part au point. Mais si tu te dis, si par hasard, je me retrouve dans une situation où le gars parle plus fort que moi, et si on arrive à se battre, ben j'aurai quand même le dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et quelque part dans la discussion, ben tu peux réussir à avoir le dessus sans avoir peur de la finalité du truc où tu iras au point. Évidemment, l'idée c'est pas de battre dans une boulangerie, mais c'est que... Surtout pour des chocolatines. C'est le mec par-dessus le comptoir à tout. C'est pas de battre dans une boulangerie, mais te dire que tu peux réussir à gérer une situation sans en arriver à la dispute physique. À l'altercation. Mais si ça arrivait là, ben c'est pas trop grave. Et avoir ça dans l'esprit, ben ça te permet d'aborder toutes tes relations d'une façon différente. Voilà, donc ça c'est le point philosophie du podcast. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important auquel les gens pensent pas forcément. C'est qu'est-ce qu'il dit, c'est si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Ben c'est exactement ça. Si tu sais que tu peux te répondre, tu peux répondre à une altercation physique, ben t'es vachement plus serein dans toutes tes relations. Et c'est ça moi que j'ai trouvé dans le jiu-jitsu. Ouais, mais bon, je suis pas pour autant. Et t'as vraiment senti le changement? Ouais. Dans la façon de parler aux gens, dans la confiance dans la confiance que j'ai. Ouais. Et alors,
alors la transition est parfaite et toute trouvée. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, parce que tu ne travailles pas dans le jiu-jitsu brésilien, est-ce que dans ta vie de tous les jours, ça a changé ta façon de fonctionner? Alors évidemment, tu vas nous dire ce que tu fais, parce que c'est quand même pas commun. Non. Et est-ce que ça t'a fait évoluer dans ce métier? Alors, ce que je fais, bah déjà, je vais te dire ce que je fais, parce que sinon, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il trafique de la drogue. Ah ouais, là, et là, on comprendra. Il est boulanger. Ouais, et puis ouais, il y a des dealers qui sont pas commodes. Je pense que les gens doivent hésiter entre les deux. Soit tu vends des armes, soit t'es boulanger. Non, ce que je fais depuis maintenant plus de 25 ans, c'est-à-dire j'ai commencé, j'avais 12 ans et j'ai commencé le circuit pas professionnel parce que c'est pas vraiment un travail, mais le circuit quasi pro, semi-pro, circuit pro d'un jeu de cartes qui s'appelle Magic the Gathering. Donc certains d'entre vous connaissent. Bah, si les gens me connaissent, forcément, ils connaissent forcément le jeu. Donc c'est ça, les cartes Magic. Adri, tu avais pris le temps de m'expliquer un petit peu ce que c'était Magic. C'est donc effectivement, je me rappelle maintenant en avoir vu quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est des cartes en fait sur lesquelles il y a des personnages. C'est un peu comme un principe de poker, un petit peu. Pas vraiment. Poker, c'est plus proche des échecs que du poker. D'accord. Voilà. On va passer d'échecs. Et alors en fait, chaque carte représente un personnage et on évolue. Il y a une espèce de quête en fait qui est menée, un combat l'un contre l'autre avec des cartes. Je vais te faire une petite description. Petite analogie. Petite analogie un peu plus parlante. Ouais. En gros, c'est un jeu d'échecs, mais tu peux choisir les pièces que tu vas jouer. C'est-à-dire qu'un jeu d'échecs normal, bah, tu as 8 pions, 2 tours, 2 cavaliers, 2 fous. Hein. Sauf que là, on va dire, tu as des nouvelles pièces tous les 3 mois, c'est les cartes qui vendent. Hein. Et par exemple, je sais pas, j'en sais rien, la voiture, tu vois, la voiture, c'est une nouvelle pièce d'échecs qui se déplace d'une façon différente. Et voilà, donc tu as tes 16 pièces à choisir qui se déplacent différemment et tu sais pas ce que ton adversaire va choisir comme pièce. Donc tu as tout un côté stratégique dans la décision des pièces que tu vas choisir, donc les cartes, et tu as tout plein de décisions stratégiques pendant la partie, une partie qui va se jouer avec des données complètement différentes de la partie précédente, et ainsi de suite. Donc tu as tout un côté information masquée, information cachée, dans le sens où tu sais pas ce que ton adversaire va jouer, et tout un côté recherche, dans le sens où tu vas devoir choisir les pièces les plus optimales pour un tournoi particulier, où les gens pensent que la voiture c'est trop fort. Moi je te dis la voiture, mais ça n'a rien à voir, hein, mais bon. La voiture c'est trop fort, donc il faut trouver quelque chose contre la voiture. Voilà. Ça, c'est Magic. C'est Et tu fais ça depuis 25 ans. Et je fais ça depuis 25 ans. Et mon premier gros tournoi, c'était en février 97. Ah, il faut bien que tu expliques quand tu parles de gros tournois, parce que nous on a, moi, quand tu me parlais d'un gros tournoi, d'un jeu de société, tu vois, mais c'est des tournois à plusieurs milliers de personnes, on t'envoie à l'autre bout du monde pour jouer, c'est des trucs ultra sérieux. Ouais, c'est très sérieux. Avec des vraies sommes, là, on a mangé juste avant ensemble. Tu me disais qu'il y a 15 jours, tu as participé à un tournoi où le premier gagnait $100 000. Voilà, c'est très sérieux. Hein. C'est pas. Peut-être que ça vous touche pas dans votre vie, petit castagneur, mais il y a une vraie économie. Ce sont des vrais tournois où tu as des enjeux. Je suppose que tous, pour $100 000, vous seriez prêts à vous bastonner un petit peu. Voilà. Et tu veux organiser des combats clandestins et tout, c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce truc minable là? Les gars, vous pouvez nous contacter. On organise des combats. Et donc mon vrai travail, ou le travail que j'avais pendant un moment, j'ai été pigiste, c'est-à-dire que je travaillais pour des sites internet qui payaient des pigistes pour écrire des articles de stratégie sur ça. Donc toute mon expérience de rédacteur vient de là. Et il faut que vous compreniez un truc aussi, qu'on en discutait un petit peu avant qu'on commence, que Raphaël, là, il est sympa, il vous parle de ça, mais alors, attention. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que Raphaël, ça a été, pendant des années, tu me dis combien d'années, le numéro 1 mondial. C'est-à-dire que c'est pas genre juste un bon... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un bon joueur. Tu peux regarder sur Wikipédia. Ça a été le meilleur joueur du monde. Il a une fiche Wikipédia qui parle de lui et de son expérience. Et qu'est-ce qu'on a dit dans ton monde? C'est le boucher-chat du... Ouais, en fait, je suis pas vraiment le boucher-chat. En fait, non, c'est vrai. Le classement dans lequel je suis premier, si tu veux, c'est genre... si tu comptabilises tous les points... si tu joues au tennis, tous les points ATP Lifetime... Alors, t'es premier au classement IBJJF, par exemple. Ce serait un peu ça. Voilà, ça veut pas dire que je suis le plus fort du monde. Ça veut dire que avec tous les tournois que j'ai enchaînés...
Ben, ça fait que et donc je suis plus premier, je suis deuxième maintenant parce que le japonais m'est passé devant il y a 2 semaines. Alors donc je suis là devant la fiche Wikipédia. Donc Raphaël Lévy est un joueur professionnel de cartes Magic. Il a été accepté au Hall of Fame en novembre 2006. Ça représente quoi le Hall of Fame des cartes Magic? Parce qu'en JJB on sait un petit peu ce que c'est. Bon, évidemment à Hollywood le Hall of Fame des comédiens on sait. Qu'est-ce que ça représente le Hall of Fame de l'univers Magic? Bah, c'est une consécration, t'imagines que t'as des millions de joueurs qui jouent. Je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs de Magic que de pratiquants de Jiu-Jitsu en fait. C'est sûr et certain. 1 million de %. Et ouais, bah, c'est la consécration dans le sens où on reconnaît tes résultats sur le circuit en fait. Tiens, termine. Jérémy. Donc il a été accepté au Hall of Fame en novembre 2006 en étant le premier joueur à y être admis tout en étant encore en activité dans le Pro Tour. Alors, Ça veut dire que d'autres joueurs, en fait, tu pouvais juste accéder au Hall of Fame après 10 ans de carrière. Et parmi ceux qui ont été... Ça, c'était la deuxième fois qu'il faisait. La première classe en donc, 2005. en plus, même au Je suis un sein... des premiers, ouais. Et certains autres avaient déjà arrêté de jouer, en fait. Donc après 10 ans, ils avaient arrêté de jouer. Et moi, après 10 ans, j'ai continué, ma carrière était encore active. Et j'ai toujours pas arrêté. Donc ma carrière, elle a 21... J'ai 21 ans de carrière, là, 22 ans de carrière. Et j'ai pas 70 ans, hein, j'ai 37 ans. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Il détient le record de points gagnés en carrière dans le Pro Tour. Bon, et fait partie des 6 joueurs à avoir gagné au moins un Grand Prix sur 3 continents différents. Il est le seul joueur à n'avoir raté aucun combat du Pro Tour. Bon, en 81, il remporte... Alors, voilà, quand même, en 2013, il remporte le titre de champion du monde par équipe. Il y a la coupe du Monde par équipe, ouais. Il y a une équipe de France. Bah, il y a tous les... Il y avait jusqu'à ce qu'ils changent la façon de faire, ouais. Et l'an dernier, l'équipe de France a gagné aussi. J'étais pas, je jouais pas, mais on a été 2 fois... On a 2 étoiles aussi à Magic, ouais. Vous avez des maillots et tout. On n'a pas les... Ouais, putain, il faudrait les faire, ceux-là. Il faudrait faire les maillots équipe de France Magic avec 2 étoiles. Mais oui. Ouais. Et en 2013, on a gagné Et donc tu chapeautes un peu tout ça, j'imagine que tu es souvent dans des conventions à expliquer des choses, que tu es, je sais pas moi, intervenant pour des émissions, peut-être pas à télévision, mais en tout cas sur internet, enfin genre t'es la référence de ce monde-là. Parce que je dis ce monde-là un peu de loin, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît, alors... C'est pas du tout le même que le jiu-jitsu, ça. C'est ça, il n'y rien a pas à trop de voir. passerelles. C'est quoi la communauté, après en nombre, hein, la communauté en France Comme ça, on a un chiffre, une franchement, comparaison avec le jiu-jitsu brésilien. Je pense que c'est en centaines de milliers, je pense. Peut-être pas 100 000, mais il y a une grosse base de joueurs. Si c'est pas, c'est peut-être pas une base active, mais des joueurs qui ont joué. Bah moi j'en ai fait partie, hein, j'en ai tu vois, joué adolescent. c'est Je me rappelle sur au collège, en plus avec perme. le nouveau, en fait ils ont sorti un logiciel qui s'appelle Magic Arena. C'est alors pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup à un autre jeu de Blizzard qui a beaucoup fait parler de lui, Hearthstone. Mais c'est Magic, et Magic c'est bien mieux que Hearthstone. L'interface, ils ont mis Wizard a mis beaucoup de temps. Wizard, c'est ceux qui éditent le jeu, a mis beaucoup de temps à... Là, tu me balances faire le plein pas. de mots, je ne comprends C'est rien. pas grave, je suis ceux qui peuvent complètement connaître. paumé En là. gros, Wizards of the Coast, c'est ceux qui éditent. Ouais, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. D'accord, ok. Alors, ouais, ok. C'est ceux qui l'ont inventé. Blizzard, c'est ceux qui éditent Hearthstone. Hearthstone, c'est un autre jeu sur. Un autre jeu vidéo. Un autre jeu vidéo de cartes. Qui est très connu, qui est, je pense que c'est numéro 1 d'ailleurs. Probablement. Très probablement le numéro 1. Et Wizard of the Coast a mis beaucoup de temps à passer le pas. Et ils l'ont sorti l'an dernier. Et c'est un succès phénoménal. Tu pourrais changer, toi, aujourd'hui, passer à autre chose, passer à ce jeu-là, tout ça, ou non, toi, c'est Magic. Magic Arena, ouais. c'est ça, c'est le même jeu. Hein. C'est le jeu de d'accord, cartes ok, sur ton ordinateur. Non, mais tu me parlais de Wizard of the Coast. Ça, c'est la boîte, c'est l'éditeur. Ouais. Ah, c'est l'éditeur. Alors, je pensais que c'était un autre jeu. Non, Excuse-moi. non, Non, parce que depuis tout à l'heure, j'entends. Hearthstone, c'est l'autre jeu. Ouais. Il y a autre chose que le Jiu-Jitsu, Jérémy, il y a autre chose. Fais autre chose, on te le dit. Non mais attends, c'est un truc là, alors je mets au défi nos chers petits castagneurs derrière leurs écouteurs, derrière leurs petits portables là, si c'est un monde que tu ne connais pas, il y a des codes, il y a des trucs, voilà, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure avec le jiu-jitsu brésilien. Là tu me parles, alors tu me l'as expliqué avec le principe de la voiture. Là, c'est pareil. Je sais pas, si tu veux, je ne comprends même pas ce qu'il faut faire, et là les mots ne m'atteignent, il y a rien, tu vois ce que je veux dire. Tu sais pourquoi? Parce que je suis con, je suis Non, complètement non, ça a rien à voir. C'est parce complètement c'est con, putain. Ouais, je pense qu'il a raison. Hein. Bon, voilà, ok, c'est ça. Raph, t'es Non. gentil, mais oui, hein, je pense que c'est ça. Non, c'est parce que ça t'intéresse pas. Va pas chercher plus loin. Eh ben tu te trompes. Tu sais, là, si tu t'intéressais,
on prend 5 minutes et je te montre. Et du coup, tu fais ah, ben je comprends. Mais forcément, mais il te faut 5 minutes. Est-ce que les 5 minutes, t'as envie de les investir là-dedans? Oui, oui, oui. Bah oui, mais pas la main. Parce que tu vois, je me parlais un jour dans la rue comme ça, Ouais. je me disais, tu vois, Jérémy, Jérémy. t'es capable de faire plein de choses, mais tu pourrais pas te défendre à Magic. Au cas où il y a des gens qui arrivent avec un jeu de cartes dans la rue. T'as un jeu de cartes. T'es en galère, mon On va te fumer. J'ai mon jeu de cartes Magic. Et ça, vous voyez là, on se marre, c'est rigolo. Mais ça a été dur de faire valoir ce que je faisais dans le. Ben, tu vois, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et ben ce genre de réaction, je l'ai eu tout le temps. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais donc, attendez, parce que je reviens sur un petit point. Alors, moi, ça me touche pas, je m'en fous, tu vois. Ouais, Magic. Pourquoi ça touche, c'est rigolo. Enfin, y a pas Mais tu vois, quand tu dis tu fais du jiu-jitsu et qu'on dit ah c'est de la capoeira, c'est vous êtes en string sur les quêtes machin, toi tu le prends mal. Ah, ça me fait mourir. Ah non, Ah non, c'est mais moi-même. J'en qui connais dis- beaucoup, qui le prennent mal. Il fait putain mais vous connaissez rien, allez rentrer chez vous, tu vois. Mais c'est le même concept. Donc, Et quand c'est t'es- exactement quand ce que j'ai t'es- dit quand t'es avant, hein. extérieur à un milieu, Ouais. tu l'étranger fait peur, tu vois. Et- Ce qui est tout le Ah, concept. c'est le exactement concept ce que j'ai dit il y a l'étranger 10 fait minutes, peur. il y a 2 minutes en disant c'est exactement le même principe que mes potes qui sont venus au ça jiu-jitsu veut- brésilien. mais ça veut pas dire que Magic ça explose, tu vois, c'est un truc de fou. Mais c'est pas parce que les gens ne comprennent pas que ça ne peut pas avoir de succès. Oui, et puis je pense qu'il y a- transition de fou. il y a aussi, Transition de fou. il y a aussi un truc, on sent que t'as l'habitude, hein, on sent que t'as été agressé plusieurs fois par rapport à ça. Non mais il y a un truc aussi, c'est que c'est pas un, et comme le jiu-jitsu brésilien, il y a un côté, c'est pas prosélyte, il y a pas de publicité dans la rue pour Magic. Il y en a beaucoup sur Facebook et en Ouais, ligne. mais parce que ça correspond aux choses que vous regardez. Moi, je ne regarde absolument pas tout ce qui est gaming et tout ça. Je n'ai jamais vu passer une publicité pour des cartes Magic, les gars. Bah, attends, parce que tu fais pas attention, mais c'est sûr. Tu sais quoi? Je suis sûr dans une semaine, dans 2 semaines, tu vas voir quelque chose. C'est sûr, c'est obligé. Tu verras. Parce Ah que ouais, pas- tu penses? Ouais, je pense. Tu me diras ah putain Raph, t'avais raison. Ah, t'avais raison, je sais pas. Bah, je sais pas, moi, il y a que des meufs. J'ai que des meufs. Moi, sur moi. Voilà. C'est marrant, attends, là Alors, t'as ton ordi, je vois que des mecs. Des je vois meufs, que des meufs, tiens. des meufs, des Alors, Tiens, je vois ton PC, il y a que des mecs sur Facebook là. C'est alors, étrange. Des pubs des pour la- bons compagnons. des pubs pour des crêpes dépilatoires. Je comprends pas, y a pas de carte chez moi. Ouais, y a pas exactement, que des clubs, des saunas, je sais pas, je comprends rien, quoi. Bah, en tout cas, voilà, c'est ton activité. Alors, il faut quand Ouais. même vous remettre les choses dans le contexte. Ça t'a permis de vivre. Ça te permet toujours de vivre avec des belles sommes, des gros je trouve ça tournois. magnifique. Ah bah non, après, t'as envie. Attends, on va croire que le mec il est châtelain et tout, tu vois. Ouais, il t'habite où alors à Toulouse? Non, mais si t'en as vécu pendant 25 J'en ans, ai- c'est quand même que j'ai- ça paye j'ai- un non, minimum. non, j'ai vécu de tout ce qui est pige. Ce qui est pige, ça m'a payé. Tout ce que j'ai écrit, ça m'a payé. Tout ce qui est tournoi, ça m'a permis de continuer à jouer. Parce que Tu nous parlais un petit peu tout à l'heure du tournoi auquel tu as participé Ouais, il y a pas longtemps. non, Bon, bien enfin, il y sûr, a mais beaucoup ça de gens s'arrête. qui aimeraient pouvoir. c'est pas tous les dimanches, tu vois. Ah Après, tiens, c'est tous les. eh ben, ça- tous les en, combats. fait, ça dépend tellement. L'organisation des tournois, elle varie tellement d'une année à l'autre. Et c'est tellement difficile d'envisager, tu vois, un avenir rien qu'avec ces gains-là. C'est pas possible, tu vois. Et la plupart du temps, tu payes tes déplacements. Ils sont pas toujours payés. Donc faut Ouais, relativiser d'accord, je aussi. sais ce que tu veux dire. Ah ouais, t'as gagné. Ouais, je mais sais en pas, fait, si t'es obligé de prévoir t'as ton gagné année X à mille, venir avec ça. tu peux pas avoir ça, tu vois. Et pendant des années, il y a des années où tu gagnes, des années où tu gagnes pas. Des années où tu gagnes pas, bah, il faut bien l'amortir avec ce que tu as gagné avant. Donc gagner beaucoup d'argent une Non, mais toi, fois tu sur un gagnais tout le tournoi- temps, donc. J'y ai tout le temps. Non, j'ai pas gagné tout le temps. C'est pas ce qui est écrit sur J'ai Wikipédia. gagné, hein. j'ai gagné Ouais, beaucoup puisqu'il y de a trucs. internet, c'est la vérité toujours, Bah, hein, on le sait. toujours. hein. Arrête, il est là, il te dit j'ai rien gagné, il te le dit. Moi, je pense qu'il ment, il y a écrit autre chose sur internet. Nul. Quand tu joues à Magic, c'est pas quand tu joues au tennis. Quand tu joues au tennis, tu gagnes un tournoi et tu prends 3 millions, 15 millions de dollars. Tu gagnes pas 15 millions de dollars quand tu as un tournoi. Et c'est pas, il y a une part de chance qui est aussi assez importante. Ouais, c'est ce que tu nous disais avant d'ailleurs, j'étais assez étonné parce que pour moi c'est un jeu de stratégie. Tu C'est un vois, jeu de tu stratégie. compares ça aux échecs, il n'y a pas de chance dans les bah, échecs. c'est tout le côté information cachée en fait. C'est le côté, c'est le côté, c'est le côté aléatoire du jeu. Mais c'est un jeu de cartes. Les jeux de cartes, forcément, tu pioches des cartes. T'as un jeu qui est mélangé avec des cartes différentes. Mais t'auras pas forcément la carte que tu veux au moment que tu veux. Et donc, voilà, toujours, tu peux être un très bon joueur, tu perdras quand même 30% de tes parties contre n'importe quel autre joueur. Hmm. Donc ça fait beaucoup, tu vois. Un pro du jiu-jitsu, il va pas perdre 30% de ses il va gagner 100% de ses combats contre un qui est moins fort. Excellente transition, Raphaël. À quel point ta capacité à être fort aux cartes Magic dans les tournois, donc un jeu de stratégie, ça t'a aidé dans ton jiu-jitsu?
Est-ce que t'es le maître du game plan, par exemple? Alors, dans mon jiu-jitsu, tu vois, comme j'ai commencé le jiu-jitsu assez tard au final, et que j'étais pas forcément très athlétique, pas forcément très souple, pas forcément très rapide, il faut que je trouve d'autres choses. Et tout mon jeu, il est basé sur quelques mouvements hyper simples que mon corps peut suivre. Et j'ai mis de côté, alors ça surprend beaucoup de gens, mais bon, après, c'est comme ça que je le vois moi. Je mets de côté les mouvements que je sais pas faire. Il y a des trucs que je sais pas faire et que je saurais jamais faire. Et je me suis fait une raison. Je me dis, voilà, ça c'est pas mon jeu, c'est pas mon truc, je le ferai pas. Alors c'est pas forcément un très bon conseil, hein, mais voilà, je préfère me concentrer sur les choses que je sais faire. Moi je sais faire de l'admi, je sais faire de l'admi profonde, je sais faire de la garde fermée et 2-3 autres trucs. Et je Que sais, tu ne veux pas révéler. et je sais bien le faire. Et tout mon jeu se tourne autour de ça. Et chaque fois que je récupère quelque chose qui peut rentrer dans ma stratégie, clac, je le prends, je l'intègre. Et c'est que de... Pour moi, c'est un jeu de stratégie, le jiu-jitsu. Et je vais pas m'amuser à faire quelque chose que je sais pas faire. Dans un combat ou en compète, j'en fais plus trop parce que là, ces derniers temps, j'ai plus trop le temps. Mais je vais jamais m'amuser à faire un mouvement que je sais pas faire. Et c'est pour ça que c'est difficile quand je suis coaché par quelqu'un qui me connaît pas. Vas-y, Berimbolo, vas-y, passe. Parce que c'est pas ton jeu. Non mais oublie, je fais ce que je sais faire et c'est tout quoi. C'est très fermé et c'est pas, je serai jamais champion du monde du jiu-jitsu. Mais dans ce que je sais faire, je veux le faire le mieux possible. Et jusqu'à peu importe les limites, si ça me limite dans mon jeu et que y a une limite que je peux pas franchir. Mais tu crois que t'as une bonne capacité d'analyse, justement? Ouais, Stratège, capacité parce que, a priori, d'analyse, quand même, stratégie, oui. Après, j'ai les réponses que mon corps peut fournir. Mon corps peut pas fournir toutes les réponses, c'est pas possible. Oui. Il en est pas capable. Ou Oui. ça me demanderait un effort qui n'est pas du tout dans ce que je veux investir dans mon entraînement. Moi, je suis pas compétiteur je suis pas compétiteur. Je fais des compètes de temps en temps, mais je suis pas là à m'entraîner 7 fois par semaine Ouais. pour gagner toutes les compètes. C'est pas je me suis fait une raison. Je serai pas champion du monde et j'arriverai pas à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas que je m'amuse, ça n'empêche pas que faire une compète de temps en temps, ça m'éclate. Mais si je veux pas arriver à une compète en me disant arrivant les mains dans les poches, voilà, comme je te dis, je veux pas faire les choses à moitié. Si j'arrive à une compète, je veux être prêt, je veux que mon plan il soit prêt et je veux être en forme. Et quand tout ça c'est pas prêt, t'y vas pas. Moi j'y vais pas. C'est ok, c'est bien pour l'expérience, c'est bien pour ça. Tu progresses pas si tu fais pas de compète. C'est bien joli tout ça, mais si c'est pour aller te faire défoncer en 3 secondes parce que t'es pas prêt ou parce que moi Ça peut personnellement, aussi être plus une perte de temps qu'autre chose. personnellement ça m'intéresse pas, mais je comprends que ce soit que ce soit bien pour d'autres gens. Il y a plein de philosophes du jiu-jitsu qui donnent beaucoup de leçons et je vais pas les contredire, ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense que ces leçons elles s'appliquent pas à tout le monde et chacun doit pratiquer comme il l'entend. Si les gens veulent progresser, ils progressent. Ils veulent beaucoup progresser, ils s'entraînent beaucoup, ils suivent ce qu'on leur dit. Mais si tu veux juste faire bien ce que tu as envie de faire bien et si ça t'amuse, il n'y a pas de raison que ça te bloque. Donc tant que ça t'amuse, fais ce que tu as envie de faire. Si tu dois rester nul toute ta vie en t'amusant, reste nul toute ta vie en t'amusant. Le progrès, il est pas impératif pour tout le monde. Donc, du moins, c'est pas qu'il est pas impératif, c'est qu'il il a une valeur différente pour chacun. tout le Quoi. monde. C'est très intéressant. Personne nous a jamais sorti dans le discours à ce micro. Parce que vous avez que des ceintures noires, vous avez beaucoup de ceintures noires, beaucoup de professeurs, et j'ai plus une approche analytique du jiu-jitsu parce que je parle de jiu-jitsu beaucoup. J'ai écrit au final pour j'ai quand même en 7 ans, j'écris beaucoup d'articles. Ouais. Alors que je suis pas spécialiste, tu vois, je sais pas tout faire au jiu-jitsu. Mais j'ai analysé pas mal de comportements, pas mal de ce que les gens disent, pas mal de trucs ce que les gens disent, et tout n'a pas forcément beaucoup de sens. Enfin, tout n'a pas forcément autant de véracité qu'un truc simple à dire, amuse-toi et voilà. Voilà, Dire, prends du bon temps et le prends du reste bon on s'en temps. fout quoi. Ouais, t'es malade, alors, les trucs, il y a des trucs, tu vois, un exemple, ouais, t'es malade, tu te sens pas bien, va t'entraîner. Oui, ça on l'a jamais vraiment entendu. Hein. Ça, je à le ce micro, vois, à ce micro, peut-être pas, mais ouais. tu le vois écrit tout le temps.
Tu vois écrit tout le temps, ah, tu t'es pas bien, va t'entraîner, ça ira mieux. Tu vas... T'es pas bien, si t'as pas envie de t'entraîner. Peut-être ça peut être une solution, mais peut-être pas. C'est quoi, j'ai répondu à un podcast Magic la semaine dernière, et on me demandait, et on me disait, c'était un gars qui parlait de psychologie dans Magic, tu vois. Le Dans côté l'univers du psychologique Magic. et mental, préparation mentale, qui est très important à la Magic, parce que ces tournois, ça représente 9-10 heures dans une journée, tu vois, enfin, il faut une capacité à pouvoir se La concentrer. concentration et tout, Ouais, quand même, hein. assez importante. Et il me disait, en quoi le jiu-jitsu, ça t'a aidé pour te concentrer? Ou est-ce que tu conseilles le jiu-jitsu? Parce que moi, je conseille la pratique physique et tout. Et je dis, écoute, moi, le jiu-jitsu, ça m'a beaucoup aidé dans la concentration, notamment tout ce qui est pour me calmer, pour canaliser mon énergie, tu vois, parce que se préparer pour un tournoi de Magic, c'est une semaine enfermé dans une salle avec 10 autres gars pour préparer ton tournoi, tu vois, c'est un truc de fou. Si t'es pas mentalement prêt, tu deviens fou et tu pètes un câble. Moi, j'ai besoin... Jérémy fait des grands Ah yeux, ouais, genre. non, mais là, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Enfin, pourquoi c'est parce que t'as besoin, tu vois, t'as 500 autres ou 1000 autres gars qui font la même chose de leur côté et ils veulent optimiser leur stratégie. En fait, de la même façon que tu t'entraînerais pour un tournoi pour les championnats du monde. La même chose, sauf que c'est vachement plus malsain dans le sens où c'est malsain. C'est pas aussi sain que de t'entraîner, tu vois, plus tu t'entraînes, tu manges correctement, tu dors correctement, parce que sinon tu vas te blesser. La Magic, t'as pas ça. La blessure, c'est le burn-out et il y a déjà eu des moments où tu te dis putain là je vais craquer, j'en peux plus jouer. Ah ouais, mais ça m'arrive tout le temps ça. Ça m'arrive tout le temps et du coup je dois arrêter quelques jours. Et moi le jiu-jitsu ça me permet justement de remettre tout en place, tu vois. Jérémy, vous verriez sa tête là. Ah, je trouve ça. Alors je suis très sérieux, je trouve ça passionnant. C'est un univers que je connais absolument pas, mais vraiment. Et d'entendre que tu peux avoir un. Imagine, c'est comme un examen. Chaque tournoi c'est un examen à la fac. Ou à la fac ou dans la médecine, ou en médecine, tu vois. Ouais. C'est un truc, t'as 500 pages à apprendre en une semaine. Mais apprendre, il y a quoi? Des pages de quoi? Mais tu joues, imagine si tu devais analyser le jeu de tous tes adversaires au jiu-jitsu. On va dire, t'es capable de combattre 500 combats dans la journée, dans un univers parallèle. Tu peux faire 500 combats et tu dois analyser le jeu de 500 gars différents. Tu dis, ah ouais, mais lui il fait ça, alors je dois trouver une parade. Ah mais lui il fait autrement, je dois trouver aussi une autre parade. Mais bon, j'ai quand même que 10 heures pour m'entraîner aujourd'hui. Donc il faut que j'optimise mon temps de préparation. Et entre-temps, les gars que tu analyses, ils changent leur jeu. Donc tous les jours, tu dois adapter ta stratégie. Et ça prend un temps énorme, ça n'a jamais de fin. Parce que jusqu'au jour où c'est fini, tu joues, où exactement. tu joues, il y a toujours une évolution. C'est quelque chose qui te fait stresser? Tu Ah stresses ouais, vraiment avant un combat? C'est un stress de ouf. S'il n'y a rien de plus stressant que se préparer pour un tournoi de Magic. T'arrives encore à prendre du plaisir en jouant à Magic? Ouais. En fait, je prends du plaisir quand je suis à T'as la commencé à 15 ans. J'ai commencé à 12 ans. Ouais, en jouant professionnel, tu me disais. J'avais 15 ans. Ouais, mais c'est ça qui me plaît. Et là, tu arrives mais encore je sur kiffe, cette j'aime. semaine de préparation, donc c'est ta Fight J'adore. Week, ta Magic Week. J'adore. Tu J'adore. prends encore du plaisir. Pas la préparation, non. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Parce que c'est trop Mais stressant. il faut que tu le fasses. Tu as Mais des partenaires d'entraînement. Ah ouais, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et donc pour revenir, Je te jure, je suis. pour Ouais, revenir, mais pour je te revenir crois, au c'est sujet, drôle. donc moi le jiu-jitsu, ça me permet de canaliser cette énergie, ouais. tu vois. Et ce gars-là, donc qui m'interviewe, il me dit ouais, mais donc c'est quelque chose que tu conseilles. Et je dis ouais, alors moi je le conseille. Pour toi. Je le conseille parce que ça marche pour moi. D'ailleurs, c'était l'été dernier, il y avait les championnats de France Magic à Toulouse. Et j'ai demandé à Eric donc si je pouvais utiliser la salle. Et j'ai fait un stage Jiu-Jitsu au genre de Magic. J'ai la vidéo, tu cherches Raphaël Lévy BJJ Magic sur YouTube et tu vas tomber sur ma vidéo. Vous étiez combien? On était une dizaine et c'était trop bien. Et les gars ils se sont éclatés et c'était tu cherches mais Ah, ça devait être drôle. Tu retrouves des gens du jiu-jitsu brésilien français? Ouais, non pas français. Pas Qui joue français. à Magic. Ouais, Il y en a mais dans le quelques- circuit il y en a pro. quelques-uns. Ah, vous devez non, tous il y vous a connaître pour le coup là. Ouais, des joueurs de Magic Jiu-Jitsu brésilien, pas trop. Mais j'ai beaucoup de gens qui me contactent sur Twitter ou sur machin, qui me disent ah j'ai vu ta vidéo, je m'y suis mis. Tu vois, je voulais chercher une activité physique, je me suis mis au jiu-jitsu brésilien parce que ma vidéo c'est pourquoi tu dois faire du jiu-jitsu brésilien quand tu joues à Magic. Tu as eu vent du jeu Combatch, le jeu de cartes. Ouais, mais ils l'ont pas sorti encore. Et alors Mais toi le qui es gars- joueur. Le gars me connaît si tu veux. Le gars, son jeu, c'est inspiré de Magic
Et quand il a vu, tu vois, il m'avait contacté, je sais plus pourquoi. On l'avait rencontré avec Adri. Ouais, pendant le Cleanox Tour, on l'avait rencontré à Lyon. Ouais. Et très sympa. il me dit, non mais Raphaël Lévy, mais t'es le joueur de Magic. Je dis, bah ouais. Non, mais un truc de fou et tout. Et lui était un gros joueur, lui. Lui était pas un gros joueur, le mec était fan, si tu veux. Fan de toi. Ouais. Ah, j'adore, putain, Et j'adore. C'est arrivé plusieurs fois et des gars. Et vous êtes alors pour finir ça, et donc tu as joué à Combatch. Non, j'ai pas joué à Combatch. T'as pas joué à Combatch. j'ai Nous, vu- on a joué à Combatch. Explique ce que c'est On a Combatch, jamais- Jérémy. J'ai jamais vu le jeu. Il l'a pas envoyé. Donc pour un peu remettre juste pour bien expliquer, en fait, Combatch c'est un jeu, donc c'est comment il s'appelle. Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue, je me rappellerai pas. Qui s'entraîne à Lyon. Bon voilà, un jeune qui s'entraîne à Lyon, je sais plus du tout comment il s'appelle, tu m'excuseras. Et on l'avait rencontré quand on était parti dans le Cleanox Tour, on avait dîné avec lui un soir, il avait amené son jeu de cartes, il nous a dit les gars, j'aimerais vous montrer ça. C'était un proto. Mais C'était un il est proto. toujours en proto. Ça fait un moment qu'il- Et c'était assez intéressant. Bon, alors une fois de plus, vous aurez compris, les petits castagneurs, les jeux de cartes, ça me passe largement au-dessus de la tronche, mais c'est un problème d'intellect, c'est juste parce que je suis vraiment trop idiot. Et Adrien avait beau essayer de me dire, mais si, regarde, c'est facile, ça. Et c'est vrai que c'était plaisant. Moi, j'avais trouvé ça hyper plaisant. Je sais pas si toi, tu avais eu le. Ben C'est non, un jeu parce de que cartes j'ai qui se toujours pas tourne vu, hein. autour du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Qui tourne autour du jiu-jitsu brésilien. Alors voilà, on utilise des techniques de jiu-jitsu brésilien en fonction des couleurs, des ceintures qu'on tire, si je me rappelle bien. Et puis il y a des gardes. Des techniques. Des techniques, voilà, on peut répondre avec certaines techniques, des défenses, voilà. Mais il t'a expliqué un petit peu En le fait, principe il voulait ou pas me montrer tant qu'il était pas fini. Ouais. Parce qu'il veut pas que je joue au prototype, il veut m'envoyer le produit fini et c'est pas fait encore. Donc voilà. Il a un Instagram, suivez-le. Ouais, Voilà, Combatch. Combatch, exactement. Et en plus, il est super sympa. Ouais, c'est vraiment un mec. C'est vraiment chouette. Un vrai passionné. Voilà. Et donc pour finir sur cette histoire, donc il me demande pourquoi le jiu-jitsu, est-ce que tu conseillerais le jiu-jitsu, machin. Je fais écoute, est-ce que ça aide, tu vois, est-ce que ça aide. Je dis écoute, les meilleurs joueurs mondiaux là en ce moment de Magic, c'est pas des gars qui peuvent faire du jiu-jitsu brésilien, tu vois, dans l'idée où c'est des gars qui sont en surpoids, qui bouffent n'importe quoi, qui fument, machin. Je fais écoute, ces gars-là, tu les mets au jiu-jitsu ou à n'importe quelle activité physique, Ils peuvent rendre l'âme immédiatement. là. peut-être, ils auront un gros souci de santé, tu vois. Peut-être sur la durée, ce sera très probablement bénéfique pour eux, mais dans la vie, Ouais, au niveau santé, quoi. ils se sentiront mieux au niveau santé. Par contre, sur le court terme, ça ne va pas du tout les aider à se concentrer. Ouais, même dans leur jeu, effectivement. Ouais, dans leur jeu, non. Donc moi, je conseille le jiu-jitsu à n'importe qui, tu vois, aux joueurs de Magic comme aux autres, parce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement aider, même pour, comme je te disais, canaliser l'énergie des semaines de préparation trop compliquées, ou même juste pour se défouler, quoi, parce que c'est ce qu'on aime. Moi, je vais pas vous dire ce que c'est le jiu-jitsu, hein, vous savez ce que c'est. Mais je le conseillerais pas à tout le monde. Et de même que les conseils qu'on donne aux jutsuka, ouais, allez-y, donnez-vous à donf, allez-y quand vous êtes malade, enfin pas quand vous êtes malade, mais quand vous êtes fatigué, ou tous les conseils des philosophes du jiu-jitsu, sont difficilement applicables à tout le monde. Et c'est la même chose que je disais, moi je dirais pas, fais du jiu-jitsu, un joueur de Magic, parce que t'es obligé, c'est comme ça que tu joueras mieux. Parce que c'est pas vrai, parce que chacun fait ce qu'il veut. Et que ça s'applique pas à tout le monde. Il n'y a pas de science du jiu-jitsu qui te dit pour progresser il faut faire ça. Il y a des conseils, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins. Mais va t'entraîner tous les jours, machin, c'est comme ça que tu progresses. C'est pas forcément vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est intéressant ce que tu dis, est-ce qu'aujourd'hui, à ce micro, tu conseillerais aux Jujitsuka de jouer à Magic ? S'ils ont envie de s'amuser. Moi j'ai envie, moi ça m'a donné envie, tu vois. Franchement, si t'as envie, c'est un jeu, Ouais, vidéo j'ai envie gratuit. d'apprendre. En ligne. En ligne, il y a C'est un gratos. free-to-play, ouais, tu peux Eh jouer ben, gratuitement. on va faire ça. Jérémy, on va faire ça. Franchement. C'est parti. Allez, on fait Est-ce ça. que je leur conseillerais de jouer à Magic ? Franchement, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Je vais pas te dire, est-ce que je te conseillerais de jouer à la belote ? Si t'as envie de jouer à la belote, joue à la belote. Mais moi, non, mais c'est en plus, là, si tu veux, là, il est à 15h30. 15h30 à 19h. Je vais à Levallois pour une OP Magic. Donc tu vas jouer. Je vais jouer et c'est un truc promotionnel, c'est pas un gros tournoi machin. Ça s'appelle la Magic Celebrity Cup. Ah, voilà, parce que donc Voilà. tu as un partenaire. Voilà, et j'ai mon partenaire, c'est Christophe Lemaître. Ton pote. Ton pote. Si tu veux, je vais coacher Christophe Lemaître à Magic. Donc je vais être derrière, c'est lui qui va jouer, mais je vais l'aider à prendre des décisions, à faire sa partie. Et c'est retransmis. Bon là, ce sera trop tard. Hein. Mais vous n'arrivez pas à le choper en direct si vous avez que le lien maintenant. Mais je pense que ce sera rediffusé.
Mais ouais, là c'est ce que je vais faire ce soir. Donc Tu voyages Magic. alors le voyage, C'est quand même génial parce que tu vis de 2 passions en fait, et ces 2 passions te permettent de rencontrer du monde, de bouger, c'est quand même Si je super. vais juste- De passer du temps avec nous, ça c'est moins bien. Ah ça c'est chiant ça. Ouais, Ça bah je va, te comprends. Même nous, on a envie de se séparer. Ça va, on a bien mangé donc ça. Non mais pour juste ouvrir une petite parenthèse voyage, l'avantage que j'ai eu moi par rapport à d'autres qui seraient plus sédentaires, c'est que j'ai toujours eu l'occasion de voyager depuis tout le temps. Et le jiu-jitsu ça m'a donné, et JITS notamment, ça m'a donné un truc à faire pendant mes voyages. Je te donne 2-3 anecdotes. Quand j'avais un tournoi à San Diego, c'était à combien de temps? Je sais pas, il y a quelle année? Il y a 5 ans, je pense. Et j'étais à l'hôtel, en jouet, et puis moi je fais bon, j'en ai marre, il faut que je me trouve un truc. J'ai mon Kim dans le sac. Ah, t'emmènes toujours ton kimono quand tu voyages. À ce moment-là, je l'emmenais parce que je prenais un peu de temps et je prenais mon kimono. Je vais regarder c'était sur le JITS, sur le Américain quoi, le ouais, JITS où nord-américain. trouver un club à côté, tu vois. Et je vois 5 minutes à pied, University of Jiu-Jitsu. Putain, mais ça me dit quelque chose ça. Ah l'université de Saulo Ribeiro. Ah c'est sympa tiens. Et du coup j'ai pris mon Kim, j'y suis allé, j'en ai profité pour faire une interview qui est sur JITS, qui est toujours sur JITS hein. Et j'ai pu m'entraîner là-bas et tout, et les gars ils sont toujours contents de me voir débarquer parce que je vais parler d'eux, et moi je suis toujours content parce que je peux tourner. Tu te présentes quand tu vas dans un club de jiu-jitsu Ouais. brésilien, tu dis ah ouais. Ouais. Je me Pourquoi? alors déjà parce que c'est pas forcément que t'es mieux reçu, tu vois, parce que normalement t'es souvent bien reçu. Aux États-Unis c'est un peu différent parce que c'est pas si tu fais un article, les gars ils vont pas te faire payer aussi. Ouais, parce que ça rigole pas. Hein, Ouais, c'est genre $50-$60 la session, c'est entre $30 et $60. Donc je paye avec mes moyens quoi, c'est-à-dire écoutez, je vais normal, faire un article toi sur tu vous, feras un article. donc déjà c'est quelque chose, mais je me présente tout le temps et je mets toujours une photo, je partage sur Instagram ou sur Facebook, voilà, j'étais là, je me suis entraîné, c'est super sympa, si vous passez dans le coin, passez de notre part. Ils sont toujours contents qu'on parle d'eux, et moi je suis toujours content d'avoir l'occasion de m'entraîner à chacun de mes arts. Et là c'est moins souvent, là je voyage un peu moins souvent avec le petit, et j'avais un peu freiné l'an dernier parce que j'avais besoin aussi de me réveiller parce que je dormais jamais, donc c'était compliqué. Et le Magic c'est un peu compliqué quand Fatigué, ça doit être la dur. fatigue c'était très difficile, donc j'ai eu une saison très très difficile l'an dernier. Imagine m'occuper du magazine, m'occuper des tournois et voyager en même temps avec le petit, c'était très 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 dur, mais bon on a survécu et on est là maintenant hein. Donc voilà, donc voyage Magic, ça m'a permis aussi d'aller dans tous les clubs en France en fait, rencontrer tous ces gens là. Je suis allé à Lyon, je suis allé dans le sud-est, je suis allé dans le sud-ouest, je suis allé partout en fait. Je suis allé à Lille, j'ai quasiment fait tous les clubs de France parce que j'avais soit un tournoi, soit un événement auquel participer. Donc mes 2 passions m'ont permis de T'as réussi à cumuler tes 2 Ouais, passions en voyage, enfin en voyageant. En voyageant, ça aurait été plus difficile si j'avais pas eu Magic à côté. Parce que quelque part, je me suis servi de mes déplacements à Magic pour développer le magazine. Et c'est des gens et peut-être pour finir, je sais pas combien de temps on a. Oui, il faut conclure. conclure. Concluons. Alors, juste pour conclure, l'entreprise JITS, c'est quelque chose que beaucoup disent ah mais ouais, j'avais eu l'idée de faire un magazine et j'avais eu l'idée de faire ci, de faire ça. Et on voit souvent des sites internet, le premier site Jiu-Jitsu français. J'en ai vu, je les compte même plus. Hein. C'est nous les meilleurs. Je parle pas de JITS, je parle de nouveaux sites internet. Et des gens qui disent oui, mais on pourrait le faire mieux, on pourrait faire un magazine aussi. Mais ces sites-là et ces initiatives-là, soit elles voient jamais le jour, soit elles s'arrêtent très rapidement. Au bout de quelques mois, quand on se dit j'ai pas les ressources de faire, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Puis l'envie aussi, J'ai pas souvent l'envie. il y a la motivation au début, puis Et après il y a l'envie et de les continuer, compétences hein. surtout. C'est très important. Si t'as pas les compétences faire ça, tu peux pas le faire. Et l'avantage que nous on a eu, c'est que moi j'avais du temps, j'avais l'occasion de voyager, de rencontrer des gens, et j'avais les compétences pour le faire.
et notamment grâce à ma femme qui est graphiste. Donc c'était quelque chose qui est tombé sous le sens, tu vois. C'est voilà, on savait tout faire, on l'a fait. Après, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je suis quand même très content d'avoir pu proposer ça en France et continuer de proposer JITS en France et rassembler la communauté comme elle l'est maintenant. Voilà. Eh ben, on te remercie beaucoup, Raphaël, pour toutes ces explications. Allez voir JITS Magazine France sur Facebook, sur Instagram. Et puis, voilà, abonnez-vous. Bah ouais, et puis merci beaucoup, parce que je suis bien content. Voilà, c'était un univers que je connaissais absolument pas, et je suis bien content d'en avoir entendu un petit peu dessus et tout ça. Et maintenant, pour le coup, ça m'a vraiment donné l'envie d'aller voir ce que c'était exactement. Je vais m'y intéresser. Les petits castes. Je peux juste remercier vite fait. Bien sûr. Et je remercie tous nos contributeurs, déjà qui nous aident à faire avec le magazine SWAT. Tous les gens qui nous suivent depuis le début et pas depuis le début. Tous les gens qui nous suivent et qui nous apprécient et qui participent au développement de JITS. Et voilà, je sais pas si vous avez suivi un petit peu ces derniers temps Lucas de l'univers BJJ qui fait un travail formidable ces derniers temps. Donc, fameux Lulu qui fait un travail formidable, et donc je tenais quand même pas à finir cette interview sans le mentionner, parce que il fait un travail de fou, et voilà, je pense qu'on va continuer à le voir pendant un moment, et je pense qu'on parlera beaucoup de lui dans les années à venir, dans tout ce qu'il fait pour le jiu-jitsu, parce que mine de rien, faire des photos, c'est pas donné à tout le monde, et il met beaucoup de temps, et on a enfin trouvé une façon de... Puis c'est un vrai gars adorable. Franchement, ouais, Lulu, adorable, vous allez voilà. le voir, il est content, il parle avec vous, vous lui demandez de prendre des photos un peu machin, il le fait. C'est vraiment un mec en or. Donc Ouais, voilà. En plus, c'est vrai que c'est vraiment un mec très très sympa. Notre pote Lulu de l'univers BJJ. Voilà, et merci à vous pour l'interview et pour tout ça. Eh ben merci beaucoup Raphaël pour ça. On va prendre 2 petites minutes, nous, mon cher Jérémy, mon pote Jérémy. Je vois que tu as tout préparé là. Voilà, parce qu'on avait promis qu'on avait préparé quelque chose pour une fois. Enfin, tu avais promis. Hein. Moi, je m'étais absolument pas engagé. Voilà, c'est ainsi en fait que se termine pour nous sur ce podcast cette saison 2. L'aventure de Castagne De- FM. Allez, salut les potes. Ciao, ciao. J'avais préparé mieux que ça quand même. Attends. On voulait vous donner quelques chiffres. Alors déjà, commencer par remercier globalement tous nos petits castagneurs qui nous écoutent depuis 2 ans. On a déjà raconté ça plusieurs fois, mais c'est vrai que on était parti à faire ça un peu sur un délire. On était en Cleanox Tour, on savait qu'on allait partir. On a juste pris le vieux laptop qui a au moins 5 ans, 2 pauvres micros, là on vous a déjà dit 5 fois, hein, mais c'est juste des petits micro-cravates pourris qu'on utilise pour faire tout ça. Et on s'est dit, voilà, allons un peu à la rencontre des gens, faisons-le parler, puisqu'a priori au moins, si Jérémy et moi on sait bien faire un truc, c'est raconter des conneries et parler. Et on va faire parler un peu les gens de communautés très principalement jiu-jitsu brésilien, mais aussi quelques personnes dans la MMA. Et bref, on voit que ça marche. Alors à quoi on le voit ? Justement, on y arrive. Et je vous ai préparé quelques petites statistiques. Donc, pour vous donner... Parce que c'est ton truc, les chiffres. Hein. Les chiffres, c'est ton truc. C'est parti. T'expliques les chiffres et moi je les donne. En gros, aujourd'hui sur YouTube, c'est environ 50 000 vues. Et sur SoundCloud, environ 20 000 vues. Donc SoundCloud, c'est aussi iTunes. Donc quand vous écoutez via Apple machin, vous allez le chercher sur SoundCloud. On a aujourd'hui en minutes d'écoute 750 000, un peu plus, mais je vous fais gros, 750 000 minutes d'écoute sur YouTube, et on pense environ 200 000 sur SoundCloud. Ce qui nous fait en gros un total d'écoute de Castagne FM d'environ 950 000 minutes, on est presque au million. Ce qui fait donc... quasiment 16 000 heures d'écoute. Non mais 16 000 heures d'écoute. J'adore parce que t'as l'air super fier et tout, t'as tout noté. Je pense que si tu mets en microsecondes, t'arrives au million. Hein. Attends, on a 16 000 heures d'écoute. Ok, salut les petits castagneurs. On a 16 milliards. Alors attendez, je voudrais passer à la nanoseconde. Ça nous fait donc 16 000 heures d'écoute, soit 663 jours. Mis bout à bout, quand même, Jérémy. C'est les gens qui nous ont écoutés bout à bout pendant 663 jours complets, plus d'1 an. Ça te fait rien. Eh bien merci Adrien pour tous ces chiffres.
ces chiffres. Je prépare un truc, tu te fous de ma gueule quand même. Non, je trouve ça vachement. Mais non, on avait parlé, tout ça, je trouve ça bien. Et je trouve ça surtout fou qu'effectivement, comme tu le dis, des gens ont pris 663 jours pour nous écouter. Et c'est l'équivalent d'une piscine olympique. C'est l'équivalent de 17 terrains de football. De 3 avions. C'est comme si on était à côté 45 terrains de tennis. Voilà, c'est super. C'est ça Castagne FM. C'est des terrains de tennis. C'est Et 7 du fois le tour de la Terre. Sans les vents contraires. Merci à vous les petits castagneurs. On n'est pas sûr de revenir pour une saison 3. On s'en fout. On fait ça. On gagne pas d'argent. On s'en tape. Peut-être qu'on continuera pas. Merci à vous, merci Adri pour tous ces chiffres. Emmanuel, merci beaucoup. Raphaël, excuse-moi, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je suis épuisé, les chiffres m'ont tué, Magic m'a tué, c'était pas ma journée. Merci à vous. Merci. Bonnes vacances. À bientôt. Ciao.